Merci d'être là, fidèle pour ces dernières conférences d'Hippocrate. Donc aujourd'hui, on va consacrer cette conférence à l'information, à la communication aux patients. Et je remercie Madame Claude Rambaud de mener le débat et qui sera relancé ensuite par Anne-Claude Levoyer et Nicolas Péju de l'AERS, si je ne me trompe. Et donc je donne tout de suite, avant de donner la parole tout de suite, je vous rappelle que la fois suivante, nous aurons une conférence de Pierre Carly sur la continuité des soins, urgence et continuité des soins. Puis on aura une conférence, je crois qu'on a changé la date, sur l'autisme. La date sera changée d'un jour, le 3 juin, lundi 3 juin, exceptionnellement pour des raisons d'ordre technique pour l'intervenant. Et on reprendra donc ensuite en octobre, vers octobre. Et je peux annoncer que ce sera la première conférence Edgar Morin, non? Non, ça sera... Non. Je suis très gêné parce que ça devrait théoriquement être moi. Et c'est pas, je ne m'appelle pas Edgar ni Morin, donc ça ne sera pas moi. Vous êtes déçus. J'aurais dû dire que c'était Edgar Morin, vous seriez tous venus et vous auriez vu, je le remplaçais. Une fois, je l'ai fait, d'ailleurs, ça, c'était dans la grande cathédrale de Dijon, où il m'avait demandé de le remplacer. Et autant vous dire que j'étais impressionné, il y avait près de 1500 personnes. Je ne sais pas si elles ont été déçues, mais il fallait parler, vis-à-vis de l'archevêque qui venait d'être nouvellement nommé par Benoît XVI, et il fallait que je lui parle laïcité devant lui. Et le drame, c'est qu'à la fin, on était tout à fait, lui et moi, d'accord en fonction des principes laïques. C'était un peu difficile. Donc je pense que les gens ont été déçus. On aurait pu faire la même chose au mois d'octobre. En fait, ça sera autrement. Je ne sais plus, c'est le 3 octobre ou je ne sais plus. On donnera de toute façon le programme écrit très bientôt. Et on va traiter humanisme et médecine, puisque c'est le titre que tu as voulu. Parce qu'autrement, on avait spiritualité et médecine, et tu as préféré humanisme et médecine. Voilà. Absolument. Je te donne la parole pour mener ce débat. Alors déjà, pour vous remercier d'être là, c'est un moment important puisque déjà, comme je le disais au doyen tout à l'heure, Claude Rambaud est une de nos anciennes élèves puisqu'elle a fait son DEA d'éthique médicale il y a quelques années, j'ose pas dire combien, mais ça a été une bosseuse et elle a eu un excellent travail qui a été couronné, bien sûr. Depuis, elle n'est pas partie, elle ne nous a jamais abandonnés. Et en 2008, lorsque le doyen m'a chargé de cette mission d'ouvrir la faculté sur, premièrement, les patients, deuxièmement, les familles et troisièmement, le public, je me suis tourné vers elle pour dire comment on pourrait le faire d'une manière qui soit intelligente, que ça ne soit pas tout simplement quelque chose où on manipulerait des patients pour qu'ils disent, comme quelquefois, ou éventuellement en les soumettant à des pressions, affectives et autres, voire financières, en leur permettant de se réunir, ce que certains font. Et donc, comment une indépendance pouvait se faire. Et nous avons construit un enseignement de l'étudiant médecin au médecin responsable. Nous l'avons fait avec les étudiants et avec quelques collègues de la faculté. Le problème était tout simplement comment la faculté peut-elle s'ouvrir vis-à-vis de la cité et comment les recherches qui sont faites, surtout dans cette faculté de médecine Paris-Descartes, qui sont jugées comme excellentes, comment elles peuvent être appropriées par le public et qu'il n'y ait pas perpétuation, on peut dire, d'un climat de méfiance que l'on a pu voir quelquefois chez les députés lorsque la loi de droit des malades a été construite, et c'est vrai sur des raisons évidentes, mais de manière à ce qu'il y ait quand même par rapport à la population soignante des réflexions conjointes, voire des critiques, mais que ceci soit positif et que ceci soit ouvert bien sûr sur la société. Alors c'est pour cette raison que lorsque la dernière fois Dominique Volton devait venir, et il ne le pouvait pas, et encore cette fois-ci il ne le pouvait pas parce qu'il avait un autre colloque en même temps, il serait resté simplement un quart d'heure avec nous. Autant vous dire que c'était, même si la personne est très importante et son savoir immense, j'ai pensé que c'était peut-être mieux de changer de braquet, comme on dit. Et c'est là où j'ai demandé si elle était d'accord
à Claude Rambaud d'inverser et de demander à ce que les patients parlent. Que ce ne soit pas les communicateurs, c'est-à-dire ceux qui construisent, on le disait M. Antoine tout à l'heure, Joseph Antoine, comme quoi il y a énormément de travaux abondants, c'est ce que vous me disiez, sur justement ce qu'il faut faire. Le problème de fond, c'est comment faire et est-ce que c'est réellement fait. Ces éléments sont tels que je me suis dit, comme d'habitude, puisque nous avions la chance d'avoir Claude Rambaud et qu'elle avait été récemment, il y a quelques semaines, élue présidente du CIS, j'ai trouvé que c'était une occasion pour que dans cette faculté, puisque depuis 2008, grâce à notre doyen, le professeur Patrick Berche, nous avons développé avec les patients des travaux collaboratifs et aussi des travaux de recherche, puisque même dans nos travaux de recherche, les patients interviennent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'excellente recherche sur le cancer qui s'appelle CARPEM, les fameux prix Cyrique très peu distribués en France et dont nous avons la chance à l'hôpital Georges Pompidou d'en avoir eu un qui nous a été attribué. Eh bien, nous occupons de la réflexion éthique et plus particulièrement, les patients interviennent dans la régulation et dans la communication, justement, à la fois sur les consentements, mais au-delà, sur la communication qui peut se faire entre les professionnels, partant du principe que le parcours du patient est en fait tributaire de la manière dont les professionnels eux-mêmes vont être amenés à fonctionner ensemble et avoir des relations, je dirais, assez stables et prenant en enjeu des valeurs qui sont les nôtres et que les patients réclament. Donc voilà un tout petit peu comment, Claude, je me suis permis de te demander si tu acceptais. Bien entendu, comme d'habitude, tu vas dire oui. Depuis 2008. Mais je crois que c'est un moment important et je crois que notre doyen, quand je lui en ai parlé, a trouvé l'idée très importante, parce que c'est peut-être la première fois, éventuellement, que dans une faculté de médecine, la parole et le logos soient donnés, en définitive, pour la réflexion, justement, des professionnels, devant, bien sûr, un public beaucoup plus large, et bien qu'il soit donné la parole à quelqu'un qui représente les associations de patients, en sachant toutes les difficultés que les institutions peuvent avoir dans cette société, c'est évident. Mais il était important que la voix portée symboliquement dans une faculté de médecine, d'autant plus à Paris-Descartes, d'autant plus que tu es une collaboratrice depuis maintenant près de 10 ans, que nous fêtions en quelque sorte, si tu veux bien. Mais oui, déjà. Et alors nous avons la chance, tu vas être énormément bien flanqué de deux contradicteurs, non, parce que ça peut aller dans le sens, bien entendu, enfin de deux discutants, et nous sommes heureux, et je les présenterai très rapidement. Tu as la parole, tu as le temps que tu veux, puisque, enfin, disons que nous devrions nous en aller à peu près vers les 20h30, si tu veux, donc tu as 3/4 d'heure, ça serait très bien. Donc tu as 3/4 d'heure, ça serait très intéressant. Je prendrai beaucoup moins que ça, de façon à laisser plus de place au débat. D'abord, merci Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs les professeurs, les praticiens, les soignants, chers patients qui êtes là, et chers étudiants et cher Christian. Je ne suis pas sûre que tu m'aies vraiment laissé le choix. En tout cas, moralement, je ne me suis pas senti le choix de la possibilité de dire non, comme un patient en face d'un médecin, peut-être. Merci en tout cas de m'accueillir dans ces rencontres Hippocrates, ce lieu de réflexion où effectivement accueillir la parole des patients, ça me semble un marqueur important tout de même. Hein. Il m'incombe donc de vous transmettre la parole des patients, de ce que j'ai cru comprendre de mon expérience associative, de cette réflexion tirée des témoignages de patients que nous écoutons tous les jours, je peux dire, et discuter ensemble de ces questions de communication et d'information. Je me sens très humble parce que tous, autant que vous êtes, vous avez déjà beaucoup lu, entendu. Alors, le code de déontologie y est compris. Je dirais, lu, entendu et débattu sur les questions de relation aux patients. Il y a eu énormément d'écrits là-dessus. Et nous savons tous ici qu'un patient peut être effectivement sa vie peut basculer dans quelques mots
parfois mal dit tout simplement, ou bien parce qu'il est brutalement mis en face d'une réalité qui est celle de l'échéance de sa propre finitude, parce que effectivement, on finit par l'oublier, et pourtant, on aura tous cette question-là à affronter un jour. Donc, c'est le fruit d'une expérience associative à l'écoute des patients, les patients qui s'adressent à nous, puisqu'avant d'être présidente du CIS, Christian, j'ai été pendant ces temps présidente du Lien, une association d'accompagnement des patients en difficulté, confrontés à une complication médicale. Donc, très souvent, des patients qui sont en détresse et qui sont confrontés à un parcours très dur. Donc, je vais essayer de partager avec vous le fruit de ces réflexions. Bien entendu, il ne s'agit pas pour moi là de vous parler des questions beaucoup plus... Il y a des questions que je n'aborderai pas. Je n'aborderai pas, par exemple, toutes les questions de traumatismes qu'ils peuvent vivre à travers des maladresses verbales, à travers des évitements relationnels ou même des positions de surplomb sur lesquelles on a beaucoup écrit, tous ces inhibiteurs de la communication. Il y a des sujets là-dessus. Ce manque d'humanisme dont on parle souvent, j'irai plutôt pour vous rapporter une certaine vision de ce que pourrait être la communication avec les patients. Alors, tu as mis dans le sujet communication et information. Hein, c'est un package, si j'ose dire. Donc, j'irai plutôt sur d'autres pistes, peut-être un peu décalées, et c'est pour ça que ça donnera sûrement à l'ouverture d'un débat, peut-être émettre quelques pistes qui ne seront pas tout à fait conformes au conventionnel. Le sujet est bien entendu beaucoup plus large. Je n'aborderai pas les questions d'information liées à l'inégalité d'accès aux soins, même si je pense que l'illettrisme dans l'accès à l'information et dans l'accès aux soins joue une part extrêmement importante. Et c'est très certainement, Christian, une conférence à part entière et même peut-être une journée. Je n'aborderai pas non plus le domaine de la recherche, où l'information est bien cadrée, bien particulière. Je répondrai à vos questions là-dessus si vous en avez, mais ce n'est pas mon sujet. Je n'aborderai pas non plus des questions plus techniques de moyens d'information et la grande question actuelle qui est celle de l'ouverture de portails d'information pour le grand public. Comment va-t-on faire ces portails? Que mettra-t-on dedans? Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, la HAS, le ministère de la Santé et certains privés. Il en existe déjà. Ce n'est pas le sujet. J'aborderai uniquement de ce que mon expérience associative m'a révélé chaque jour, la question de la communication et de l'information dans le cadre d'une prise en charge quotidienne, celle que tous les soignants ici connaissent et celle que les patients vivent. Alors, je commencerai par une étude, et je vois que Jean-Pierre est là et tu vas être sensible à ça, une étude de marché sur le dossier informatisé du patient en milieu hospitalier. Les anthropologues qui avaient été impliqués dans cette étude, elle date de 1998, donc il y a déjà quelques années, avaient conclu à la faiblesse de chances de réussite d'un marché ouvert sur l'informatique médicale hospitalière. Pourquoi ? Selon leur analyse, le groupe social des médecins n'avait pas encore atteint la culture de l'écrit. Donc, comment passer de l'écrit à l'informatique ? C'est la raison pour laquelle tous les industriels successivement avaient été en échec. Donc, la conclusion de l'étude que j'avais conduite avec un très grand ami de Christian Hervé qui s'appelle Jean-Marie Fessler avait été de leur dire, c'est une étude qui nous avait été commandée, j'étais encore à cette époque-là professionnelle en conseil et consultante, avait été de leur dire « n'y allez surtout pas parce que vous allez y perdre de l'argent ». Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont dit « non, on va y aller quand même ». Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est un très gros industriel. Il s'appelait Thomson à l'époque, branche informatique. Et ils ont dû s'en retirer en y laissant quelques plumes. Bon, pourquoi ? Au fond, sur le moment, quand on a reçu les résultats de l'étude, on a été surpris. Pour soigner, pas besoin d'écrire. Pour soigner, disent les anthropologues, besoin de communiquer et de communiquer en direct de personne à personne. Certes, on a essayé de dépasser ce stade et je pense que notre DMP2, pour lequel on va avoir un rapport d'ici 1 mois et demi, est en route. Mais néanmoins, le soin, c'est vrai, c'est une affaire de communication depuis les plus antiques sociétés. Hier, la médecine des guérisseurs.
des chamans, et puis des saints, et puis parfois des charlatans aussi, elle a toujours été basée sur une relation de confiance de très haut niveau, leur permettant collectivement de se faire accepter dans leur communiqué, dans leur communauté, et individuellement de pouvoir instaurer une relation thérapeutique avec la personne prise en charge. Aujourd'hui, le pouvoir de soigner, heureusement, a dépassé ce stade-là, et le pouvoir de toucher à l'autre au sens de t'enguerrer est toujours lié à cette relation de confiance quand même. Mais il est aussi soumis à une relation plus contrainte, organisée, tant par des valeurs éthiques professionnelles que les professionnels ont constituées et construites, que par des principes juridiques basés sur une certaine idée des droits de l'homme et des libertés individuelles. C'est pourquoi en France, le droit de soigner est socialement sous contrôle de l'ordre public, au nom de la santé publique, fondé d'une part sur des savoirs et des bonnes pratiques, etc., et des compétences reconnues à travers le système des diplômes, encore que l'article 51 de la loi HPST nous laisse songeurs. Il est collectivement donc cadré par des codes de déontologie, des obligations de sécurité extrêmement nombreuses, de plus en plus nombreuses, et individuellement borné par la loi et la jurisprudence issue de l'article 16.3 du Code civil, posant le principe d'un consentement incontournable de par la loi et ses conditions de validité reposant sur la qualité des informations données et comprises par le patient. L'autonomie de la volonté ne saurait exister sans l'information. Le principe du consentement pose donc l'exigence d'une relation minimum à satisfaire entre le patient et le thérapeute, exigeant une information dite loyale, je ne rentrerai pas dans les détails juridiques de la qualité de l'information, à défaut de laquelle, néanmoins, le consentement serait frappé de nullité, ou pourrait l'être, parce que la jurisprudence n'est pas aussi claire. Pourtant, en admettant que les prescriptions de la loi soient objectivement satisfaites, les éléments de preuve apportés par le médecin sur l'information et sa qualité, cela ne présage absolument pas d'une bonne communication entre patient et thérapeute, si on considère cette communication en termes de ressenti du patient, le patient se percevant dans cette relation ou non comme une personne à part entière, respectée avec sa différence, sa personnalité, voire son projet de vie. Certaines vérités peuvent être annoncées, nous le savons tous, avec une information bien complète, objectivement parfaite en termes de contenu, mais le patient néanmoins peut être perdu dans cette information et il peut être plus gravement sidéré par la brutalité d'une annonce. Laissons de côté les situations d'exception, d'urgence vitale ou autres, rendant le dialogue impossible. Toute bonne relation de soins est basée sur l'aptitude au dialogue du thérapeute et non pas sur la manifestation objective d'une pathologie. Ce n'est pas le fait que le patient présente des symptômes de maladie, hors urgence, qui autorise le soin, mais c'est la relation de confiance aboutissant au consentement du patient. Une relation de confiance relève donc d'une capacité à entrer en communication, mais sachant que la répartition des rôles est naturellement déséquilibrée dans la relation de soins. L'asymétrie des positions est l'asymétrie à l'apostrophe, pardon, des positions entre le thérapeute et le patient est inhérente à la situation de soins. Je ne porte pas un jugement, c'est simplement les faits qui sont communiqués. C'est un fait, la symétrie des positions. Et Christian sait bien que très souvent dans nos cours, on en parle de cette asymétrie des positions, et je dis on devrait arriver à une position symétrique. C'est une façon de parler, parce que dans la réalité, ce n'est pas possible, on ne sera jamais dans la même position. D'un côté, vous avez une personne malade, naturellement diminuée par la douleur, par l'angoisse, par la perte d'autonomie, diminuée aussi par les difficultés auxquelles s'ajoute en milieu hospitalier la perte des repères. On ne peut pas imaginer à quel point un patient perd ses repères, la position allongée sur un chariot, etc.
quand il rentre dans un établissement de santé, c'est un petit peu différent en médecine de ville, la dureté du parcours de soins, dans un environnement inconnu qui peut être vécu comme hostile, la perte de maîtrise de ses temps, le patient perd la maîtrise de son temps, un isolement organisé, le système des visites, des horaires de visite, on peut en parler, tout ça fait que le patient se sent quand même dans un environnement pas si facile, des positions d'examens médicaux qui sont parfois humiliantes, livrant son intime le plus complètement possible, un intime qui va être transcrit et partagé sans droit de réserve. C'est la question qui sera posée dans le DMP sur le droit à l'oubli. En tout cas, une somme de stress que le patient intériorise le plus souvent, ou s'il l'extériorise, c'est parfois d'une façon assez brutale, qui est évidemment contestée et considérée comme un acte d'incivilité. De l'autre, le médecin ou la personne soignante en position dominante naturelle, de par son statut. Ce n'est pas qu'elle cherche forcément la position dominante. Mais voilà, c'est un sachant, un bien portant, du moins en apparence, qui est dans son milieu naturel, en position renforcée par un système de codes sociaux, la tenue, la panoplie, le stéthoscope en bandoulière, la réglette dans la poche, un aréopage subordonné la plupart du temps, maîtrisant, lui, le temps, et en particulier le temps du patient, est titulaire d'un droit naturel d'intrusion dans la sphère privée du patient, sans réciprocité, bien sûr. Comment, dans ce cadre asymétrique, intégrer au statut du patient et du soignant, développer une véritable communication, élément de la guérison, objectif principal de la relation de soins, accessoirement contribuant à l'amélioration de la vie du patient à l'épreuve du système de santé. Comment éviter une relation de domination négative, répondant au mieux à la satisfaction d'une obligation légale, requérir le consentement, pour développer une relation de domination naturelle, certes, mais positive, fondée sur une véritable communication où l'autre est une personne, comme soi-même, une personne invitée à libérer sa parole, à partager la réflexion du chemin thérapeutique dans un climat de respect mutuel. C'était bien à cela que tu m'as invité, Christian. Alors, les Américains ont trouvé un truc il y a quelques années. Ils apposent dans les couloirs des hôpitaux des affichettes invitant les patients à l'ouvrir. Je ne peux pas traduire mieux, speak up. On l'a traduit en français d'une façon un petit peu différente, mais c'est ça l'idée. C'est patient, speak up. Patient, ouvrez-la. Dites-nous, parlez-nous, posez-nous des questions. Bon, on avait suggéré de reprendre cette idée lors de la semaine sécurité du mois de novembre 2012 au ministère de la Santé. Ça n'est pas passé, mais ça passera peut-être le prochain coup. C'est tout de même un peu cette idée qui a été reprise dans le programme national de sécurité du patient présenté par notre ministre le 15 février dernier. Et si vous regardez ce programme, dans les 90 mesures, il y en a une qui donne aux patients le droit de faire inscrire, d'exiger, d'inscrire dans son dossier une information qu'il estime capitale, fondamentale pour sa prise en charge. Ça peut être un antécédent, ça peut être une allergie, ce qu'il veut. Ce que nous demanderons d'ailleurs d'inclure dans le futur DMP 2, s'il a la chance d'aboutir, assorti d'un accès direct aux informations par le patient du type Blue Button, comme aux États-Unis, le bouton bleu sur lequel on presse pour accéder à ses propres informations. On peut l'aménager en présence d'un médecin, on peut trouver des formules qui conviennent à tout le monde. Chaque patient détient sur lui-même une somme d'informations à partager que ni la batterie d'examen que l'on va lui prescrire, ni même un interrogatoire qui est plutôt en général fermé, ne pourront permettre d'y accéder. Un interrogatoire, ça n'est en général pas un dialogue. Et développer une véritable communication entre patients et professionnels, ça reste un défi dans l'organisation actuelle des soins, et j'interpelle l'ARS, j'aimerais bien que l'assurance maladie soit là aussi, et dans le mode de rémunération des actes médicaux. Alors d'une part, nous constatons dans nos dossiers, que c'est un leitmotiv que de lire dans les dossiers de patients victimes de complications combien ils avaient signalé tel ou tel problème, et symptômes révélateurs
ou annonciateurs d'une complication sans avoir été entendus. Ils vivent alors cette complication comme une double injustice. D'autre part, une information de qualité délivrée au patient fait partie intégrante, nous le savons tous, de la démarche thérapeutique, le met en confiance, facilite sa collaboration, très certainement la bonne observance médicamenteuse, et le rend co-acteur de sa prise en charge, ce nouveau paradigme qui a très certainement des limites. Le processus thérapeutique proposé, expliqué après la décision, c'est-à-dire a posteriori, avec certes quelquefois une proposition d'alternative, n'est pas un processus participatif, c'est un processus qui a ses mérites, mais qui reste encore sur un mode paternaliste. C'est vrai qu'il est très certainement très difficile de faire participer le patient au cheminement thérapeutique. Mais pourquoi pas? On n'est pas encore là-dedans. Au mois de janvier, j'étais invitée à faire une conférence sur, en tant que nouvelle présidente du CIS, quels seraient mes vœux pour le temps de cette présidence. Et parmi eux, j'avais évoqué cette plus grande participation du patient, la prise de parole, redonner la parole au patient chaque fois qu'on le peut, la lui donner ou la redonner. Et quelle ne fut pas la levée de contestation et de protestation, y compris, j'ai été dans les jours qui ont suivi, demande, enfin pas convoquée, c'est pas le mot, mais j'ai eu des demandes d'entretien avec des institutions extrêmement respectables, parce que j'avais cité à titre d'exemple les RCP. Les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires, auxquelles ne sont jamais invités les patients, ou très rarement. Pourtant, on peut se poser la question, si le patient le souhaite, on a été capable de lui donner un des diagnostics les plus durs qui soient, voire même parfois un pronostic, ce qui est quand même difficile. Mais si le patient le souhaite, et si le praticien estime que le patient est tout à fait capable de participer à la RCP, pourquoi pas? C'est une question. Donc c'est la première question sur laquelle j'aimerais débattre. Je me souviens avoir été un certain temps dans une première vie et très jeune à l'hôpital Laennec, vous connaissez, vous avez dû connu, avec le professeur Tomré, que vous avez connu aussi. Monsieur Tomré, qui faisait de la cancérologie et de la chirurgie thoracique, invitait parfois certains patients à participer. On appelait ça des... quand on présentait les dossiers, ce n'était pas la RCP comme aujourd'hui, ça portait un autre nom, le staff. À participer au staff, c'était très intéressant. Ce n'était pas tous les patients, c'était certains patients qui étaient là. Ce n'était pas du tout fait dans l'objectif que je propose. C'était plutôt fait dans que les internes qui étaient là, les cliniciens, posent les questions aux patients au fur et à mesure que l'on examinait le dossier et qu'ils puissent répondre. Donc, je me dis que c'est une chose possible. Parce qu'au fond, peut-on décider de l'avenir de quiconque sans partager avec lui tous les éléments de cette décision, en tout cas sans le faire participer un petit peu plus. Sinon, de quel consentement parle-t-on? Quelle liberté? Une relation de qualité fondamentalement basée sur le respect de l'autre et l'autonomie de la volonté passe très certainement par un partage des savoirs, avec ses limites. Je suis d'accord avec vous. Un échange d'informations autorise le patient à mieux comprendre ce qui lui arrive, permet à chacun aussi, et au patient et au médecin, de mieux exercer sa responsabilité. Nous savons tous qu'un patient qui a bien intégré toutes les informations liées à sa prise en charge, qui a été aussi invité à s'exprimer librement, qui délivrera des informations plus complètes, participera mieux au processus thérapeutique. Faire participer le patient, je sais que c'est difficile. En tout cas, cette question de la meilleure information possible est capitale. Deuxième débat dont j'aimerais discuter avec vous. Certains n'hésitent pas aujourd'hui à assimiler l'information à un principe actif, au même titre qu'un produit de santé. Pour faire simple, l'information est en elle-même un médicament. Très certainement, l'information est un élément thérapeutique et pourquoi pas la valoriser comme un principe actif.
il n'y a qu'un pas à franchir pour penser que l'information du patient est un produit bankable, pour parler moderne, au même titre qu'un médicament. Et si certains le pensent, nous devons être vigilants là-dessus. S'il est juste de valoriser cette activité dans une démarche thérapeutique et de la rémunérer aux praticiens ou aux soignants qui en a la charge, ou de la prendre en compte dans le cadre de la T2A, c'est-à-dire sortir de cette vision extrêmement technique de calcul de la T2A, parce que c'est tout de même du temps de soins à valoriser, faut-il pour autant en faire un produit marchand qui sera vendu aujourd'hui aux praticiens? Ça existe, et peut-être demain aux patients. C'est-à-dire, une fois de plus, limiter l'accès à l'éducation en passant par l'argent avec la vision péjorative que vous entendez. La santé, certes, est devenue un marché. Ce marché n'est pas si tendre avec le patient. La guerre des rendements, les forfaits et suppléments non remboursés, les délais d'attente, les choix rentables pour certaines institutions sont autant aujourd'hui de difficultés. L'accès aux soins est beaucoup plus difficile, quoi qu'on en dise. Et j'entends régulièrement dans toutes les conférences sur ces sujets qu'en France, c'est le meilleur système d'accès aux soins possible. Oui, ça l'était. Moi, j'ai connu dans 40 ans un excellent, il y a 40 ans, système d'accès aux soins. Quand on regarde l'évolution de ces 40 dernières années sur les restes à charge, on peut se poser la question. Donc le parcours est devenu de plus en plus dur. Et la qualité de l'information peut contribuer à la fluidité de ce parcours et à l'adoucir considérablement. Donc c'est un élément extrêmement important. Le développement, par ailleurs, d'une médecine dite beaucoup plus moderne, beaucoup plus assise sur la technique, et je ne pense pas seulement aux nanotechnologies, mais tout l'ensemble technique, la médecine personnalisée dont on parle souvent dans ce laboratoire, laissera le patient un petit peu en retrait de l'information, de plus en plus démuni pour comprendre cette information, le médecin de plus en plus absorbé dans une logique plus technique, sans doute une approche plus technique de la médecine. C'est pourquoi, Christian et vous tous, nous devons tous, patients et soignants, être associés pour être de plus en plus vigilants et faire en sorte que cette médecine reste une discipline d'abord et toujours humaniste. Et la qualité de la communication peut y contribuer au plus haut niveau. Merci beaucoup. Merci Claude. Cela me rappelle ce que tu viens de dire, exactement ce qu'il y a 10 ans, le procureur général venait nous dire, de Paris, qui était Jean-François Burgelin, et ensuite, une année plus tard, le président, de la Cour de cassation, puisqu'il s'agit de la Cour de cassation. Son nom, je ne m'en rappelle plus, mais... et les deux avaient le même discours, qui était « Il est important entre vous et nous, c'est-à-dire entre le droit et la médecine, qu'il y ait un partage, car nous avons des objets communs, et il est important de travailler ensemble. » Et c'est vrai que ta conclusion est tout à fait dans ce sens, c'est-à-dire comment être capable de s'entendre, de se comprendre, et on est tout à fait dans une réflexion éthique, dans le problème de l'altérité, au-delà des mots et carrément dans ce que nos mouvements, ce que nos corps, nos postures, comment nous transmettons nos savoirs, et ceci dans, dans un respect de valeurs qui font notre société et notre lien social. Et c'est pour ça que je suis très heureux là, de donner maintenant la parole, si elle le veut bien, à Madame Anne-Claude Levoyer, qui, elle, se trouve justement directrice du département des droits des patients et des associations. Monsieur Joseph-Antoine a été tout à fait, bien inspiré en vous demandant de venir là et représenter en fait la réflexion que vous menez, puisque justement le problème du droit est un des premiers, on peut dire une des premières façons d'exiger, de faire en sorte que, ce qui ne veut pas dire pour autant que les
les éléments répondent à chaque fois, c'est-à-dire que les lois, que les différents décrets, que, en définitive, que souvent, même personnes de confiance, directives anticipées sont des concepts souvent juridiques, difficilement appliqués ou difficilement applicables. Quelquefois, ils posent des problèmes. Donc, c'est pour ça que je suis heureux que vous soyez là, parce que nous en sommes là au niveau du droit. Comment le droit, par rapport à ce qui vient d'être dit, a comme écho, et comment l'assistance publique est plus particulièrement intéressée par cet aspect, puisqu'un département spécifique existe au niveau de l'administration centrale. Et donc, je suis heureux de vous donner la parole et de vous remercier encore d'être là. Merci beaucoup, professeur. Je vais peut-être juste vous demander si on peut mettre en place la petite présentation que j'ai prévue. Donc, alors, c'est vrai que je vais essayer d'être bref, puisque le but, comme l'a dit Madame Rambaud, c'est d'enclencher évidemment un débat avec vous. Donc, juste vous dire un peu pour rebondir vraiment très directement avec ce qui vient d'être dit par Claude Rambaud, notamment sur une question fondamentale qui fait encore parfois débat, qui pour nous, en tout cas, dans mon département, ne fait pas du tout débat. C'est effectivement cette question de la relation asymétrique entre les patients et le professionnel qui le prend en charge. Et c'est vrai qu'au-delà du droit stricto sensu, ce dont je vais essayer de vous parler rapidement, c'est effectivement la façon dont on essaye de décliner ce corpus réglementaire de base en matière de relations avec les patients pour aller, en fait, pour le transcender. C'est-à-dire on essaye d'aller un peu plus loin que ce corpus réglementaire pour justement faire en sorte que ces dimensions d'information, de communication, mais j'insisterai plutôt sur l'aspect communication, entre patients et communauté hospitalière, professionnels de santé, mais pas seulement, puissent permettre quand même un dialogue et puis une prise en charge de qualité. Donc de qualité étant entendu effectivement au sens qu'a évoqué Claude Rambaud, donc finalement que le patient se sente acteur de sa propre santé, de sa vie, que la prise en charge qui lui est proposée par les professionnels puisse entrer dans le cadre de son projet de vie. Donc ça, c'est des idées assez nouvelles, mais qu'on essaye quand même, comme on peut, de décliner, en tout cas à l'hôpital. Alors, si vous pouvez passer la suivante. Merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, c'est ce que je vous ai indiqué ici. Depuis quelques années maintenant, même quelques décennies, on peut dire que le patient est passé dans un nouveau paradigme. Le patient n'est plus passif, clairement. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire des droits du patient, mais c'est vrai qu'il y a eu évidemment, avec la loi du 4 mars 2002, l'émergence de la démocratie sanitaire. Depuis plus de 10 ans maintenant. Évidemment, des prémices avaient préexisté, la charte des droits de la personne, etc. Je pense que vous connaissez tout ça. Cette évolution-là, elle ne s'est pas faite toute seule, elle s'est faite grâce à la mobilisation très forte d'un certain nombre d'associations de malades. Donc évidemment, le lien était tout à fait à la pointe en la matière. Le SIS maintenant est un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics. Donc on voit bien cette évolution avec ce sujet qui est vraiment venu sur le devant de la scène maintenant. Le patient étant vraiment acteur de son processus de soins. Alors ça, c'est un peu la vision idéale des choses. Après, face à cette vision-là, qui est quand même assez nouvelle malgré tout, la communauté hospitalière, elle doit s'organiser et elle doit s'adapter pour répondre à ce besoin d'information et de communication. La suivante. Merci. Alors, là encore, je vais aller très vite juste pour qu'on ait en tête le schéma un petit peu global sur lequel on assoit toutes nos décisions, toutes nos actions. Donc évidemment, on a plusieurs leviers, on a plusieurs références pour essayer d'améliorer au quotidien cette communication avec les patients. Là, je me place bien sûr d'un point de vue purement hospitalier. Un levier important, c'est la certification. Alors ça peut paraître un peu technocratique comme ça, mais c'est un vrai levier parce que c'est une démarche qui engage la capacité par l'Agence régionale de santé à autoriser toutes nos activités. Plusieurs items de cette certification sont directement liés au bon respect des droits des patients, à la bonne information. Donc c'est un levier important pour mobiliser la communauté hospitalière.
Évidemment, on a un ensemble de dispositifs qui ont directement émanant des textes, hein, notamment un décret de mars 2005. Vous connaissez bien sûr les CRUC-PC, Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, les représentants des usagers, hein, donc émanant directement de cette mobilisation associative que j'évoquais, qui sont maintenant nos interlocuteurs au quotidien. Et puis les médiateurs aussi, et bien sûr, médiateurs médicaux, hein, médiateurs non médicaux également, qui sont des acteurs de cette commission et qui animent la démocratie sanitaire à l'hôpital au quotidien. Alors, on s'appuie aussi sur un certain nombre d'outils, bien sûr, les livrets d'accueil, un certain nombre de chartes, des outils d'information au quotidien, des affiches sur l'existence de la CRUC-PC, sur ses acteurs, des diverses brochures sur les droits individuels. Donc, on essaye de décliner ça dans nos hôpitaux régulièrement. On actualise nos publications. Et puis bien sûr aussi des outils de recueil de la satisfaction, le traditionnel questionnaire de sortie, un certain nombre d'enquêtes nationales, plus locales, et puis surtout au quotidien, le traitement des réclamations. Donc c'est en ça effectivement qu'on essaye de s'appuyer vraiment sur le témoignage des patients au quotidien dans une démarche constructive. La suivante. Merci. Donc, très rapidement, le rôle des CRUC-PC, c'est précisément celui-là, c'est-à-dire, là encore, hein, de transcender ce qui pourrait être perçu au départ comme un élément plutôt négatif, donc une réclamation, un mauvais ressenti, hein, comme le disait Madame Rambaud, de la part du patient. Donc, on n'a pas, nous, hôpital, à juger si ce ressenti est justifié ou pas. C'est un ressenti, donc on doit le prendre en compte en tant que tel. Et surtout, derrière, développer des actions correctives, donc développer des actions de fond qui sont susceptibles d'améliorer la qualité globale déployée dans nos hôpitaux au quotidien. Alors, pour ce faire, en tout cas, nous, à l'échelle de la PHP, avec notre organisation un peu spécifique quand même, on a effectivement, comme l'a dit le professeur en préambule, une équipe dédiée hein, à la direction générale de la PHP, une dizaine de personnes. Donc ça montre quand même la mobilisation sur ce sujet depuis longtemps, depuis 15 ans maintenant. Et puis nous avons aussi évidemment dans chacun de nos 38 hôpitaux des équipes qui sont aussi dédiées à la question, donc des personnes qui sont chargées de relations avec les usagers, donc qui sont vraiment là pour recueillir cette parole et pour en tirer des actions de qualité au quotidien, ce métier étant maintenant à part entière inscrit dans les cadres de la fonction publique hospitalière. Et depuis peu aussi, à la PHP, nous avons une instance centrale qui est vraiment dédiée au dialogue institutionnel avec les patients. Donc, c'est une instance qu'on a mis, alors j'ai mis un terme un peu barbare, la 3CU, en langage clair, c'est la Commission centrale de concertation avec les usagers. Donc, une structure nouvelle, nous sommes les seuls à fonctionner comme ça, qui a pour objectif de prendre en compte la parole de nos représentants des usagers au niveau central, donc au plus haut niveau, pour nourrir en fait un certain nombre, pratiquement tous les projets transversaux de l'institution. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. Alors, ce que je vous dépeins là, c'est évidemment là encore la configuration un peu idéale. Pourquoi finalement est-ce qu'on continue malgré tout à recueillir, hein, comme l'a dit Madame Rambaud, des difficultés, des ressentis plus ou moins négatifs, parfois des situations tout à fait dramatiques. Plusieurs raisons à ça. Là encore, d'un point de vue essentiellement communication, information. Donc, on a évidemment affaire à un système de posture. Ça rejoint la relation asymétrique qu'évoquait Madame Rambaud. Une posture défensive, encore. On n'est plus totalement aujourd'hui dans le paternalisme médical qu'on évoquait tout à l'heure. Et en parlant de posture, je ne parle évidemment pas que de la communauté médicale. Mais malgré tout, on constate bien au quotidien une certaine posture défensive de la part de la communauté hospitalière qui a tendance à considérer que les remarques du patient vont forcément être une remise en question de leur travail, de leur statut éventuellement, de leur quotidien qui est déjà de plus en plus difficile. Donc c'est souvent assez mal ressenti avec un certain repli de la communauté hospitalière lorsque des remarques sont formulées. Également une tendance parfois, lorsque la gestion des situations est un peu trop administrative, à développer systématiquement une vision précontentieuse des réclamations. C'est-à-dire on considère que finalement la réclamation, ça va être l'objet d'une procédure, d'une indemnisation, d'un contentieux. Et on ne voit pas forcément suffisamment au quotidien la réclamation comme un levier vers une qualité, une prise de conscience pour faire bouger des comportements, des organisations, des procédures. Et ça, c'est ce qu'on souhaite développer, ce qu'on s'efforce de développer au quotidien.
Un autre écueil, c'est opposer l'individu et le système. Alors ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup, puisqu'on a assez souvent donc, des remarques de nos patients ou des proches qui forcément par définition sont individuelles. Et face à ça, on a des justifications d'ordre plus collectif. Oui, mais nous sommes en sous-effectif. Oui, mais la procédure. Oui, mais ce jour-là, on n'avait pas de moyens, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre aussi, parce qu'il y a une nécessité à revenir aux bonnes pratiques, il y a une nécessité à revenir au comportement empathique au quotidien avec le patient. Ça, c'est tout ce qui peut être développé à travers des actions de promotion de la bientraitance, par exemple. Pas seulement, mais par exemple. Et puis bien sûr un écueil aussi, et ça on balaye devant notre porte, c'est le rythme et les priorités de l'institution. C'est évidemment pas valable que pour la PHP, pour tous les autres hôpitaux certainement. Nous avons un rythme qui est ce qu'il est, qui est très lent. Nous avons une très très grosse machine à faire vivre, et clairement ce n'est pas propice non plus forcément à promouvoir cette priorité-là, avec beaucoup d'autres priorités à gérer. Et un autre écueil, c'est un parallélisme qu'on entend beaucoup essentiellement dans la bouche des soignants entre les droits et devoirs des patients, surtout les devoirs, et les droits et devoirs des professionnels. Et ça, c'est pareil, là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Madame Rambaud sur cette asymétrie. Clairement, on ne peut pas poser, dans la situation où se trouve le patient au quotidien, en situation d'hospitalisation, on ne peut pas poser ce parallélisme. Donc nous avons à cœur, nous au quotidien, de bien montrer à nos professionnels que, bien sûr, ils ont des droits et des devoirs, mais qu'en aucun cas ils ne peuvent être calqués, dédoublés dans une situation de miroir avec ce que vivent les patients. Alors, également, bien sûr et heureusement, quelques leviers aussi. Là, je citais les écueils, mais nous avons des leviers qui nous permettent d'avancer au quotidien, ce que nous essayons de promouvoir, alors comme posture, là encore. Donc, avant tout, une posture d'écoute réciproque, donc aussi bien au niveau institutionnel, dans nos relations avec les représentants des usagers, et puis au niveau très micro, au quotidien, dans les services, entre les professionnels et les patients. On s'appuie, c'est vrai, beaucoup sur les représentants des usagers, nous, à l'échelle de la PHP dans son ensemble, en essayant de les intégrer, comme je l'ai dit, à l'ensemble de nos projets. Ça suppose aussi de promouvoir les droits individuels et collectifs tels qu'ils ont été définis en 2002, parce que, je ne vais pas revenir dessus, mais ces droits sont encore très mal connus, aussi bien des patients, de beaucoup de patients, pas des associations bien sûr, mais des patients au quotidien, et mal connus aussi d'une bonne partie de la communauté hospitalière. Donc là, il y a clairement une inflexion aussi importante de la pédagogie à développer sur ce sujet. Alors, essayer de désamorcer les difficultés de communication, c'est aussi mettre en place une bonne réactivité au quotidien, c'est-à-dire savoir écouter le patient ou le représentant des usagers et lui donner la réponse qu'il attend dans des délais corrects, lui montrer qu'on a vraiment essayé de construire une solution, de co-construire. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça rejoint le point suivant, qui est l'idée de développer des actions correctives structurelles. Donc vraiment, ne pas se limiter à régler une situation ponctuelle, mais essayer vraiment de sortir des difficultés qui sont identifiées, des inflexions durables, profondes, de la qualité de prise en charge à l'hôpital. Et au final, c'est un peu le point transversal. Ça suppose aussi de notre part, en tant que grosse structure hospitalière, un positionnement humble parce que il faut savoir que nous sommes au service du patient et puis transparent parce que c'est vrai qu'on a des suspicions très souvent de la part des patients qui ont l'impression qu'on leur dissimule des informations sur le fonctionnement, sur les dossiers. Cette transparence, elle est vraiment fondamentale pour désamorcer les difficultés. Alors, j'en terminerai avec quelques mots sur les chantiers, sous forme de perspective un petit peu. Donc, pour faire évoluer les postures déjà, les postures institutionnelles dont j'ai parlé, les postures professionnelles à un niveau un peu plus individuel. Alors, il y a bien sûr l'enjeu de la formation. Formation initiale, on parle beaucoup d'inclure, par exemple, vous le savez sûrement, des modules de sciences humaines, de psychologie, de communication dans la formation initiale des médecins, par exemple. Ça peut être un levier. Dans la formation continue également. Du côté des patients, il y a évidemment l'éducation thérapeutique, qui est un levier très important.
Et au final, l'idée, c'est de lutter contre les représentations des uns sur les autres, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des représentations fortes sur l'image du médecin, du soignant, de l'administratif aussi à l'hôpital. Et inversement, ces professionnels-là ont une certaine représentation du patient, une représentation aussi du représentant des usagers. Et il faut lutter contre toutes ces représentations qui sont quand même assez souvent de l'ordre du fantasme. Voilà. L'autre grande orientation, vous l'avez compris, c'est faire de la place au regard et à la voix des usagers. Alors, de façon constructive, évidemment, comprendre que l'usager doit être un vecteur de l'évolution des postures, justement, s'appuyer sur lui, s'appuyer sur ses témoignages. Et puis, quelques autres pistes aussi, très rapidement. Alors, il y a l'enjeu des nouvelles technologies qui peut nous permettre, peut-être, de concrétiser un certain nombre des pistes que j'ai citées. Et puis là, je suis dans un sujet davantage d'actualité, une évolution peut-être des instances que je viens de décrire, puisque c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, avec une évolution notamment des CRUC-PC. Peut-être que nous sommes amenés dans un proche avenir à ouvrir davantage, par la force des textes, mais en tout cas ça va dans le sens que nous souhaitons, nos instances hospitalières pour donner plus de place à la parole des usagers. Merci Madame Levoyer. J'ai deux éléments à souligner à ce que vous avez dit qui m'apparaissent très importants. C'est le pouvoir des mots déjà. Le pouvoir des mots. En effet, si on prend en particulier le mot démocratie sanitaire, qui est un mot nouveau paradigme, comme vous avez dit, il est important de voir comment les structurations même de l'hôpital peuvent quelquefois être un peu en opposition quelquefois. Et je vous prends un exemple qui va être celui de l'ARS, puisque la personne qui vous succède, c'est Nicolas Péju, et qui est justement directeur de la démocratie sanitaire, de la communication et des affaires publiques. Au début, lorsque M. Evin est arrivé, on peut dire aux affaires, comme on dit, il y a eu comment dire, structuration, ce qui était normal, de son staff au niveau des différentes directions qui étaient les siennes, directions ou différents grands objets de travaux et comment ils étaient pris. Et c'est vrai qu'a été adoptée là une certaine vision verticale où des commissions s'occupaient l'une de la prévention, vous allez les reconnaître, l'autre de l'accès aux soins, l'autre éventuellement de la vulnérabilité, et enfin une dernière, si je me rappelle bien, qui était la démocratie sanitaire. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Madame Barreto en lui disant « Mais justement, la démocratie sanitaire, c'est tout cela. » C'est-à-dire que ce n'est pas, comment dire, nous sommes, vous l'avez dit Madame, dans un nouveau paradigme. Donc il faut repenser autrement, en effet, les postures et les situations. Le deuxième élément, et je vous laisse le temps de réfléchir un peu à ça, parce que je crois que c'est important, parce que les structures, les commissions, puisqu'on demande à des professionnels et même à des patients d'intervenir sur des objets bien particuliers, si ceux-ci ne sont pas bien définis, ça pose un problème. Le deuxième exemple par rapport aux mots, c'est ce que vous avez dit encore, Madame, et qui m'apparaît important. Vous avez plaidé pour que la relation médecin-malade ne soit pas un contrat. C'est moi qui ne soit pas un contrat juridique, vous l'avez bien dit. Il n'y a aucune réciprocité à attendre en définitive. Nous sommes en position en définitive, comme le disait Emmanuel Lévinas, que je cite rarement, puisque d'habitude c'est plutôt Paul Ricoeur, voyez-vous, et alors qu'ils ne s'entendaient pas trop l'un et l'autre, justement sur ces notions, justement sur celle-ci, qui est la responsabilité sans réciprocité. Vous avez totalement défini ce qui doit être la posture du soignant. Il est hors de question d'attendre des patients quoi que ce soit, c'est notre mission, et nous incarnons en définitive des valeurs, vous voyez. Et c'est ce qui fait justement que nous ne sommes pas dans un contrat juridique, et ce qui fait même que lorsque nous faisons une recherche, nous ne sommes pas non plus dans un contrat, puisque la loi de protection des personnes est au contraire, dans le cadre de ces responsabilités avec ou sans réciprocité, nous avons justement là des devoirs, des valeurs en définitive à combler. Donc ces deux éléments montrent bien combien les concepts sont importants et comment ils se déclinent, y compris dans les structures. Et justement, l'ARS, il y a vraiment
un endroit où il y a un pouvoir, c'est justement sur celui justement de structurer, ne serait-ce que structurer les instances dont vous avez parlé là, ne serait-ce que les hôpitaux en premier, et en fonction de ces différents concepts. Donc, je laisse la parole à M. Péju et je suis très heureux qu'il soit venu nous rejoindre. Bonjour à tous, merci beaucoup. En tant que discutant, je voudrais peut-être d'abord faire quelques remarques un peu générales par rapport aux interventions, à l'intervention de Claude Rambaud et de Anne-Claude Levoyer, et puis répondre effectivement plus spécifiquement sur la question que vous posiez, puis aussi donc sur le rôle de l'ARS. Donc moi, effectivement, au sein de l'ARS Île-de-France, j'ai en charge l'animation de la démocratie sanitaire et je vais revenir sur ce que ça peut recouvrir, puisque tout ça est aussi un peu en construction. Hein. On est quand même sur une agence qui elle-même était assez jeune et la démocratie sanitaire est aussi quelque chose qu'on invente, en tout cas en Île-de-France, en avançant. D'abord, je voudrais faire quelques remarques par rapport aux interventions qui ont eu lieu et peut-être pour faire un petit pas de côté, non pas pour contredire, mais peut-être même pour renforcer, parce que je souscris pleinement à toute la présentation de Claude Rambaud, mais j'ai un point que je voudrais souligner qui me semble important. Alors, Claude Rambaud disait au début de son propos différents sujets qu'elle ne souhaitait pas aborder, les questions d'information de manière générale, sur les portails d'information, enfin tout ça. Je crois que un des points sur lesquels je veux insister, c'est qu'on ne peut pas dissocier cette question de l'information du patient dans le cadre d'un colloque singulier patient-médecin ou d'une prise en charge soignante de la question plus globale de l'information du citoyen dans sa vie courante. C'est un point important, c'est que on voit bien, et là on est aussi sur quelque chose qui est lié à l'histoire et à l'histoire des droits des malades, puisque dans la manière dont ils ont émergé, de manière un peu forcée, hein, aussi, c'est un point aussi que je voulais souligner, qui explique encore un petit peu la manière dont on les travaille, la manière dont ils sont ressentis, c'est qu'on est quand même dans une histoire qui n'a pas été une histoire simple, qui a été plutôt une histoire conflictuel. Enfin, c'était plutôt un rapport de force quand même, hein, qui s'est posé à un moment donné. Et donc, je crois que la manière dont ça s'est construit historiquement depuis 30 ans, ça compte. Et du coup, ça positionne effectivement ce sujet-là pour les professionnels et pour les usagers d'une certaine manière. Et cette question de la confiance ou de la défiance est une question importante et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période, alors c'est facile à dire, mais une période vraiment de changement important, de transition, et où cette question, y compris de l'information, doit être appréhendée avec un nouveau prisme. Ce prisme, pour nous, enfin du point de vue de l'ARS Île-de-France, doit coller aussi à une évolution, à une transition épidémiologique qui fait que aussi les prises en charge, les pathologies, les manières de répondre aux besoins de santé de manière générale ne sont plus les mêmes et vont être de moins en moins les mêmes. On parle peut-être beaucoup d'ailleurs de ce concept sans toujours lui donner forcément du contenu, mais on parle de plus en plus de parcours de santé, de parcours des patients, je dirais même de parcours de santé des citoyens. Je trouve que c'est quelque chose qui... Voilà, il faut avoir une conception assez large du sujet parce que au fond, avec l'explosion des pathologies chroniques, avec le fait qu'avant d'être malade, on est bien portant, mais on est toujours un malade en puissance, tout le monde est concerné par la problématique de la santé et par la problématique donc de l'information santé. Et que peut-être un des problèmes auxquels on est confronté, y compris dans une relation strictement soignante, de prise en charge, y compris médicale, de colloque singulier, peut-être que dans les problèmes de communication et problèmes d'information, il y a des choses qui peuvent se résoudre si on travaille en amont
la question de l'information des citoyens sur la problématique de la santé. Alors, c'est pas contradictoire, c'est totalement complémentaire avec le fait de dire qu'il faut, de toute façon, quand on débat là, la question de l'accès à l'information est déterminante. Est-ce que c'est un élément de la prise en charge? Je le crois, et de plus en plus, ça c'est certain. Mais en amont et en aval, la question de sa représentation de la santé, de la médecine, de la prise en charge, sa connaissance du système de santé est un élément clé. Beaucoup de problèmes de prise en charge viennent de problèmes d'information et parfois donc de méconnaissance des enjeux de santé, de méconnaissance des problématiques médicales, et que ces sujets-là doivent, de mon point de vue, être travaillés dans un schéma global de la question de l'accès à l'information santé. Donc ça, c'était une remarque un peu générale. Ensuite, je crois qu'on est dans une société qui bouge énormément, qui est soumise à, outre cette transition épidémiologique, tout un tas de changements qui ont un impact très direct sur la question de l'information et de la manière dont les usagers vivent leur prise en charge. On est dans une société de l'individu, une société du service, et donc à un moment donné, ça a un impact, et il y a des exigences de qualité de service, de qualité de la prise en charge, qui sont sans cesse croissantes, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable et inéluctable, et qui ne peut que s'accroître. Il y a aussi, à travers la révolution, je dirais, de la société de l'information, révolution en grande partie technologique, tout ce qui se passe avec l'accès à l'information santé en ligne, mais de manière générale, quelque chose qui, à mon avis, doit être pris en compte, car elle révolutionne totalement le rapport soignant-soigné. On a beaucoup parlé d'asymétrie d'information. Très honnêtement, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler d'asymétrie d'information, parce que d'abord, il y a progressivement des rééquilibrages dans cette asymétrie qui se font, et ensuite, il y a un côté péjoratif, je trouve, dans cette expression, qui fait qu'il y a toujours donc, cette espèce de défiance par rapport à celui qui aurait l'information, celui qui ne l'aurait pas. Non, il y a des informations, certains en ont une part, d'autres une autre. Il y a des professionnels qui doivent avoir certaines informations, et les usagers qui en ont d'autres. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les usagers, les citoyens, ont la capacité d'avoir accès à des informations qui, effectivement, auparavant, il suffit de se reporter quelques années en arrière, n'étaient pas accessibles. C'est un élément essentiel. Et peut-être, et moi aussi, qui n'est pas forcément toujours très visible, mais la révolution des systèmes d'information, des SI de santé, est également quelque chose qui a un impact très, très direct sur la manière dont les usagers appréhendent leur prise en charge. Toute la question et le CIS est assez a beaucoup de demandes sur ce sujet-là, mais toute la question qui tourne autour de l'ouverture des données de santé est là aussi une question à la fois complexe, mais très, très importante qu'il faut traiter. Donc dans cette société qui bouge, faut bien voir que le système de santé doit aussi en tenir compte et faire bouger la manière dont il gère cette question de l'information de santé. Et donc pour nous, agence régionale de santé, ou pouvoir public, j'ai envie de dire plus globalement, notre conviction, c'est que travailler sur la question de l'information de santé des citoyens est un enjeu, j'ai envie de dire, métier pour les pouvoirs publics. On doit travailler sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très insuffisamment appréhendé par les pouvoirs publics. C'est un sujet qui aujourd'hui est quasiment le monopole d'acteurs privés qui donc ont bien vu que l'appétence des citoyens pour ce sujet-là créait de facto un marché important. Et nous, on estime qu'il est de notre responsabilité, de la responsabilité des pouvoirs publics, d'intervenir dans ce jeu-là.
Pourquoi? Parce qu'il y a une question tout simplement d'équité, d'accès à l'information, mais aussi de bon accès à l'information. L'accès à l'information, c'est bien souvent celui qui est à un bon niveau d'éducation, est dans le bon endroit, a des bonnes connexions, etc. Donc il y a une question là aussi d'inégalité d'accès à l'information. Et c'est le rôle des pouvoirs publics, et c'est notre rôle, nous estimons que c'est notre rôle dans la lutte contre les inégalités de santé, dont nous avons fait le premier objectif stratégique de l'Agence régionale de santé Île-de-France, de travailler cette question de l'accès à l'information. Parce qu'on l'observe tous les jours, dans les déterminants, ce n'est pas le seul, il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, l'inégalité sociale en premier lieu, mais l'inégalité d'accès à l'information est un des déterminants principaux des inégalités de santé. Donc il faut que les pouvoirs publics s'emparent du sujet. Alors, pour faire quoi, comment, c'est là où tout devient forcément plus compliqué. On est là aussi dans une histoire qui est une histoire au fond d'ailleurs institutionnelle du système de santé français, assez cloisonné, avec un émiettement institutionnel assez important. On ne sait pas bien où on peut placer la responsabilité de ce sujet-là dans ce paysage institutionnel. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on le travaille. Alors, ce qui est certain aussi, c'est qu'au niveau des régions, avec la mise en place des agences régionales de santé, on a un acteur qui a la capacité d'avoir une vision un peu globale sur le sujet. Et c'est pour ça que nous avons souhaité, nous, en Île-de-France, nous saisir de ce sujet-là, à tous les niveaux. Donc, la démocratie sanitaire, on va parler pourquoi la démocratie sanitaire est effectivement un des métiers de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Pourquoi Claude Évin, quand il a construit l'agence, a voulu faire monter ce sujet-là. C'est pour nous, et ça peut paraître un peu paradoxal, mais ce n'est pas spécialement parce que nous jugeons que la démocratie sanitaire, effectivement, doit être animée, qu'il y a un enjeu pour faire vivre ce sujet-là, qui est depuis la loi des droits des malades, c'est vrai, hein, on le voit sur ce qui se passe à la fois dans les établissements de santé et dans la vie de tout un tas d'instances qui ont été créées, qui doit être animée. Mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que pour nous, la démocratie sanitaire, c'est une des manières tout simplement de réaliser et d'atteindre nos propres objectifs métiers. Quand on veut travailler sur les parcours de santé, il est évident, quand on veut améliorer l'accès au système de santé, que les franciliens rentrent au bon endroit, au bon moment dans un parcours de santé. On estime qu'il faut que aussi la question de l'information et de leur niveau d'information soit travaillée. Et ça passe par la démocratie sanitaire, parce que au fond c'est comme la démocratie en général. La démocratie sanitaire, ça marche bien quand l'information circule bien, et donc le sujet de l'information et de la démocratie sanitaire sont des sujets intimement liés. Donc nous avons engagé un certain nombre de projets justement pour travailler à la fois effectivement sur cette question de l'animation de la démocratie sanitaire. On parlait de ce qui se passe dans les établissements de santé. Il y a aussi au niveau régional, au niveau territorial, des instances pour les usagers, je dirais même pour toutes les parties prenantes du système de santé, de concertation, de débats publics qui ont été mis en place. Mais au-delà de cela, il faut aussi qu'on se saisisse donc de la question de l'information, et c'est pour ça qu'on a engagé un travail important autour de la mise en place en région Île-de-France d'une véritable démarche de plateforme d'information santé pour les franciliens, qui permettent tout simplement dans un premier temps de reprendre tout un tas de démarches qui sont portées par des acteurs, puisqu'il ne s'agit pas de réinventer ce qui est déjà fait, mais d'agréger un certain nombre de démarches d'information qui soit sont émiettées, soit sont pas assez visibles, et donc de les agréger à travers une démarche de plateforme de référence avec de l'information publique de référence
sur la santé, sur l'accès au système de santé. Donc nous avons engagé ce travail en Île-de-France. Nous allons essayer de le faire aboutir dans un premier temps d'ici la fin de l'année sur une première version de cette plateforme, sachant on est sur un projet qui aujourd'hui prend la forme de ces portails d'information santé dont il était question, qui auront donc une dimension nationale, mais là je vous parle davantage d'une dimension plus régionale. Mais au-delà de portail web, on est aussi sur l'idée de travailler sur une plateforme multimodale, multi-canaux, et y compris de retravailler ce qui se fait, d'essayer de mettre en cohérence toutes les initiatives qui existent aujourd'hui dans de l'information, y compris physique, c'est-à-dire des points d'information qui, alors ça peut prendre dans des établissements la forme de maisons d'information santé, ça peut prendre avec ce que font un certain nombre de collectivités locales, des espaces santé jeunes, des espaces d'information santé, ça peut prendre la forme de ce que fait l'assurance maladie à travers les boutiques dites santé active qui sont en cours d'expérimentation. On voit bien qu'il y a tout un tas d'initiatives sur lesquelles il faut qu'on travaille pour leur donner davantage de cohérence et donc davantage de visibilité et donc d'impact. Mais ça peut passer par une plateforme téléphonique, ça peut passer par plein de choses. Ce qui est important, c'est que pour les citoyens, pour les franciliens, ils sachent qu'ils puissent avoir des lieux de référence où ils auront accès à de l'information fiable, de référence qui leur permettra de mieux s'orienter, de mieux comprendre le système et de mieux comprendre leurs problématiques de santé. Voilà, donc on a des projets pour la région Île-de-France et on les porte dans le cadre de la démocratie sanitaire. Parce que fondamentalement, et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, pour nous la démocratie sanitaire, parce que là aussi c'est un concept dont on parle beaucoup et les définitions ne sont pas toujours... Enfin, tout le monde a sa définition, les périmètres peuvent varier, mais pour moi, fondamentalement, la démocratie sanitaire, c'est une question de partage du pouvoir. Partage du pouvoir dans une relation entre un soignant soigné, donc un échelon plus individuel, ou de partage du pouvoir plus globalement, plus collectivement, dans la construction et dans la définition des politiques de santé. Là, on a toute la problématique de la concertation, du débat public, de la participation des citoyens à la définition des politiques de santé. Donc voilà un peu les remarques que je voulais faire et ce qui est un petit peu dans les tuyaux de la RS Île-de-France en termes d'information santé. Nous arrivons aux questions. Nous avons 1 heure pour justement. Bonsoir, Marie-France Mamzer. Je suis enseignant-chercheur chez Christian Hervé et néphrologue à l'hôpital Necker en transplantation rénale. J'ai une question en fait à vous poser parce que je salue tous les efforts qui sont faits par les services juridiques de l'assistance publique, par les démarches de certification qui est en cours et qui va incontestablement nous aider, nous apporter des outils supplémentaires par rapport à la loi qui existe déjà et qui est en soi un bon outil. Mais il me semble que parmi les points qui ont été tout à fait bien soulignés par cette fameuse démarche d'accréditation, il y a un certain nombre de choses qui vont être difficiles pour les médecins et les équipes soignantes à être mises en œuvre parce que, comme j'ai bien compris, en 1998, les médecins n'avaient pas la culture de l'écrit. En 2013, les médecins n'ont pas encore la culture de la communication verbale et on va leur demander, par exemple, de communiquer sur les dommages liés aux soins, par exemple. Et on va leur demander aussi de mettre en œuvre des actions pour promouvoir la bientraitance et pour s'opposer à la maltraitance. Or, finalement, quand on regarde les résultats des auto-évaluations qui sont faites dans les services hospitaliers, on se rend compte que personne ne connaît ces notions aujourd'hui et que les professionnels, quand on leur parle de bientraitance, qui est une notion complexe, qui a été inventée récemment, qui reprend tout un tas de notions philosophiques différentes, on n'est pas capable d'identifier dans nos pratiques ce qui relève de la bientraitance. Et donc, j'ai bien compris qu'il y avait des programmes d'éducation et de formation continue qui allaient être mis en place, mais en attendant, on a l'impression qu'il manque un accompagnement immédiat sur le terrain,
une formation. Il faudrait que tout le monde passe dans le laboratoire d'éthique de Christian Hervé pour apprendre à se poser les questions en tant que professionnel et à identifier nous-mêmes ces questions très importantes qui ne seront pas résolues par la mise en place d'indicateurs de qualité qui peuvent même conduire à de la maltraitance, que ce soit des professionnels ou des usagers, parce que la manière dont on répondra à ces grilles de qualité par des informations mal encadrées, mal préparées, pourrait être à la source de souffrances encore plus importantes pour les personnes concernées. On a un droit de réponse. Heureusement, c'est un débat. Tu interpelles Marie-France sur la... Je sais pas, il marche? Oui? Vous m'entendez? Je sais pas. Sur la question, sur les liens, sur le levier de la certification pour une meilleure communication envers le patient. Et tu pointes une chose quand même qui est très difficile, c'est celle de l'annonce du dommage. Alors, l'annonce de la mauvaise nouvelle, c'est difficile, mais l'annonce du dommage, c'est très difficile. Pour être membre de la commission de certification qu'on appelle la Credo, celle qui est ultime, une fois que les superviseurs sont passés, etc., à l'HS, je peux vous dire que le critère sur l'annonce du dommage, et à l'intérieur duquel il y a l'obligation d'organiser des formations dans les établissements, il est régulièrement non satisfait. Il reste encore très non satisfait. C'est-à-dire que non satisfait parce qu'on ne demande pas grand-chose, au moins que les gens soient formés. Et la formation, c'est pas, on ne demande pas 8 jours là-dessus, hein, c'est au moins avoir participé une fois à une conférence là-dessus. C'est très difficile. Les établissements le font parce qu'il y a ce levier de la certification. Mais ensuite, moi, je pourrais te répondre par rapport à nos dossiers au lien, où nous, on est vraiment dans le dommage. On a 1000 sollicitations par an, on doit traiter à peu près 300 dossiers qui doivent rentrer. Il est excessivement rare d'avoir un patient qui nous dit « j'ai été bien informé du dommage ». Non seulement c'est excessivement rare, ça peut arriver, j'ai toute l'équipe qui est là. Combien de fois? Delia, combien de fois en 3 mois? Bon, d'accord. Non seulement, mais en plus de ça, pour rebondir sur ce que Anne-Claude Levoyer a dit tout à l'heure, nous, on n'a que des dossiers pathologiques. Hein. C'est-à-dire, on voit ce qui se passe mal. Il n'y a que ça qui nous remonte. Si ça se passe bien, on ne les voit pas. On va dire que dans la grande majorité des cas, ça se passe bien. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Ceux qui vont mal, eh bien, non seulement il n'y a pas les bonnes informations, non seulement les dossiers ne sont pas complets, déjà, il faut les avoir. Ça ne marche pas aussi bien que ça, la loi du 4 mars 2002. Mais en plus de ça, l'un de nos médecins conseils estime à 1 dossier sur 2 dans lesquels il manque une pièce importante ou qui a été falsifiée. Donc, la question, alors là, on est effectivement dans l'accès au droit sur le plan juridique pur et dur. Mais la question de l'annonce du dommage reste quelque chose de difficile. Et c'est très dommage. Pour le coup, c'est dommageable parce que pas seulement pour les aspects psychologiques et la vérité due au patient, on peut là-dessus avoir des grands registres, mais parce que ça ne permet pas de progresser dans les institutions. Ça veut dire que, voilà, on ne peut pas progresser, on doit progresser sur les erreurs, doivent être des sources de progrès, ça n'est pas passé dans les mentalités. Et une autre chose qui est sans doute un obstacle à l'annonce du dommage, c'est l'assureur. Alors d'un côté, nous on dit au niveau de la certification, on a fait un guide de l'annonce du dommage, c'est obligatoire, etc. et tout ce qu'on veut. Et puis de l'autre côté, les assureurs disent « Ah mais non, mais attention à ce que vous dites. Voilà. Bon, l'annonce du dommage, ça ne veut pas dire qu'il y a une faute. C'est l'annonce du dommage objectif. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour le patient. Mais c'est vrai que ça frôle la vérité sur ce qui s'est passé. Donc c'est quand même très difficile. Moi, je comprends que c'est très difficile. Et une des pistes qu'au lien, nous avions soulevées pour faire améliorer cette question de vérité au patient, il a quand même le droit de savoir ce qui lui est arrivé, le patient. Il faut modifier en France l'approche réparation du dommage, indemnisation. Il faut arriver à un moment à la faire considérer comme un accident du travail, quelque chose de naturellement indemnisable dans une juste réparation. Il ne s'agit pas d'en tirer de l'argent, pas plus que de l'accident du travail. Il s'agit d'avoir une vision d'un droit à une juste réparation.
Alors, quels sont les instruments qui permettraient de le faire? On a quelques idées, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Martine Gaillard, je suis anesthésiste réanimateur et membre du laboratoire. Je voulais simplement faire un commentaire. C'est que information et communication, ça commence par la consultation, que ça soit de ville ou hospitalière. Ce n'est pas forcément un patient hospitalisé dans un lit. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps et il faut des locaux. Il faut du temps, il faut des locaux. Et il ne faut pas avoir des directeurs qu'on entende en termes permanents. Déficit zéro, retour à l'équilibre budgétaire, rendement, efficacité, RTT, 39 heures. Et là, actuellement, nos hôpitaux sont en train de mourir de ces différents acquis européens, qui sont peut-être des acquis parce qu'on abusait un peu trop à un moment donné de certains hospitaliers, mais qui maintenant pêchent complètement dans la bascule inverse et qui font que nos hôpitaux, si vous n'allez pas à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais dans les hôpitaux de la région parisienne, ben vos urgences sont prises en charge par des gens qui n'ont pas aussi obligatoirement une formation française ou de base française, qui ne parlent pas toujours un vocabulaire totalement compréhensif. Et je pense que d'une part, au niveau de la faculté, il faut peut-être toujours repenser au numerus clausus qu'on a eu, il faut 10 ans maintenant, mais on est quand même dans une souffrance médicale, d'autant que non seulement on a peu de monde, mais en plus, on bénéficie de nos lois européennes qui réduisent le temps d'activité des professionnels. Et que lorsque le numerus clausus a eu lieu il y a 25 ans, les lois européennes n'étaient pas encore là, et donc le temps médical ne se comptait pas de la même façon. Alors, la consultation, il lui faut du temps, c'est un temps d'échange qui est intéressant, mais faut-il encore le donner aux médecins? Non, juste pour pas répondre, mais enfin rebondir sur la question. Je pense qu'il y a plusieurs questions dans la question, la question globale. Oui, non, mais la question globale de la tension sur les moyens est une question en soi. La question qu'il y a derrière, c'est l'information, comment on l'insère dans les modèles, y compris les modèles économiques des différentes institutions de santé. Dans un système de santé fondé sur le paiement à l'acte ou sur l'activité et sur le curatif, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je disais, on est dans une période d'évolution. La T2A, puisque on en parle beaucoup, va bouger. Ça peut faire partie des sujets sur lesquels il faut travailler. Voilà, quelle place, quel temps, mais ça se mesure. C'est-à-dire que après, on est aussi dans une nécessité de calibrer, de cadrer, de trouver des standards. Enfin, il faut que les choses soient aussi bien mesurables. Mais effectivement, je pense que c'est une question à travailler dans le cadre de la réforme de la T2A actuelle, en tout cas pour ce qui est des hôpitaux. Parce que la question de l'ambulatoire reste posée quand même. Je compléterai, c'est pas seulement la T2A, c'est aussi la tarification à l'acte en médecine de ville, parce que c'est aussi du temps pour le médecin, et c'est un temps mais extrêmement important. Si on réfléchit un peu à l'extrême, il y a certainement, s'il y avait un peu plus de temps avec le patient, il y aurait peut-être un peu moins de médicaments, mais j'exagère un peu. Voilà, ça doit être un temps valorisé, c'est ce que j'ai dit. Certainement, je suis assez d'accord pour l'idée de dire que la bonne information, une information correcte, c'est un principe actif, y compris l'information dans le cas de l'éducation à la santé, mais moi je suis restée dans le cas de la prise en charge. Mais là aussi, on peut en faire. Ça doit être considéré comme un principe actif. Est-ce que c'est bankable? Ça, c'est autre chose. Mais, enfin, juste pour le lien entre prise en charge et prévention, c'est-à-dire agir en amont, il est extrêmement important, de plus en plus important si on veut renverser un peu la manière dont est organisé le système, c'est-à-dire plutôt éviter que les gens soient malades, qu'ils arrivent le plus tard possible et le mieux informés possible. Donc ça nécessite des révolutions culturelles. C'est aussi à nous, les patients, les usagers de la santé, pour parler techno, à prendre les choses en main. Mais sur cette question de démocratie sanitaire, qui a été instituée par de loi 2002, organisée par 2004 avec la loi de santé publique, il faut bien reconnaître que c'est très jeune, que nous avons eu une époque, on va dire, d'enfance, dans laquelle nous avons été des patients invités à la consultation. Ensuite, nous sommes plutôt dans une époque actuellement d'adolescence, c'est-à-dire de contestation. Grâce aux médias qui nous suivent bien, on commence à contester. Il va nous falloir passer à une époque de maturité qui sera une force de proposition.
Nous ne sommes pas encore organisés comme une force de proposition. On peut faire des propositions, mais elles ne sont pas suivies des faits. Donc on a bien vu qu'on a perdu quelques batailles cette année. Voilà, donc on a encore du chemin à faire, ça se construit doucement, mais je pense qu'il arrivera un moment de maturité pour la démocratie sanitaire où nous serons une véritable force de proposition, où les patients diront « il y en a marre du bazar dans les urgences, d'attendre 8 jours dans un box quand on a 80 ans, c'est effectivement pas la dame plus âgée qui va pouvoir protester, mais, ou 3 jours sur un chariot, je ne sais pas si vous avez vu cet excellent document, qui n'était pas franchement à charge en plus, hein, qui était un document de constat la semaine dernière, documentaire plutôt, sur les urgences. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les patients sont capables de se mobiliser? Non, ils sont malades, ils sont en souffrance, ils ne peuvent pas faire la grève, mais les représentants des usagers s'organiseront de mieux en mieux. Nous pensons d'ailleurs, au niveau du collectif intersociatif, à organiser une autre gouvernance pour nous donner plus de poids, parce qu'il n'y a pas que Paris en France, sur l'ensemble des territoires, et justement pouvoir se mobiliser et dire à un moment, mais enfin, tout le monde fait le constat que sur les urgences, ça ne peut plus fonctionner. Mais ça ne fait rien, ça fait quand même quelques années qu'on le fait, et que ça continue comme ça. Voilà. Donc il faut que cette démocratie sanitaire, elle arrive à un âge plus mature pour pouvoir faire des propositions. Je suis d'accord avec toi, Claude. Et ça fait des années que vous travaillez sur ce problème. Et c'est vraiment un hommage pour une faculté de cette stature de continuer la responsabilité médicale, et c'est-à-dire chaque année remettre des questions, les meilleures questions devant toute la société, à la fois médicale, à la fois de société dans lesquelles le citoyen et le malade habitent. Aux États-Unis, on a 17 millions des enfants qui sont hors du système. Donc, ils n'ont même pas une question de couverture. On a 63, selon hier soir, parce que j'étais en conférence, 63 millions de personnes qui n'ont pas une couverture sociale dans un des pays les plus riches au monde. Donc, ça n'excuse pas ce qui se passe aujourd'hui dans les autres pays. Mais je pense que c'est important, et comme vous le savez très bien, Claude, et le doyen qui est à côté, qui a donné tellement des efforts pour faire nourrir, pas simplement son université, mais aussi le meilleur est l'académie médicale et les citoyennes au sein de cette académie. Je pense que tout ça, c'est une question de démonstration française. Il faut absolument que la France reprenne la valeur positive de tout ce qu'il fait, démontrer ce qu'il fait, et après partage ses connaissances avec ses partenaires pour faire mieux. C'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement faire en France. Les dernières remarques que je ferai, c'est en retard et je m'en excuse, mais j'étais dans une maison de retraite pendant 1h30 avec un de mes familles et j'ai remarqué que sur les grids 3 et 4, c'est-à-dire des personnes qui sont démentes cognitives, la capacité d'éduquer, de parler ou même d'interroger ces personnes sont un problème extraordinaire dans lequel il n'y a pas des internes. Il n'y a pas vraiment une disposition médicale d'auteur et sur lesquelles les différentes personnalités doivent faire le mieux qu'ils peuvent pour aider ces personnes de vivre. Et peut-être dans le futur, on peut imaginer cette population extraordinaire, plus que 500 000 en France, qui peuvent être traitées dans une façon extraordinairement différente si les grands professeurs et des grandes personnalités, la jeunesse aussi, se mettre en compte de décider comment nous allons traiter les gens qui sont en maison de retraite âgés avec des problèmes, des handicaps très importants et qui nécessitent une information et une formation tout à fait particulière. Je voudrais faire un commentaire, Christian. Je voudrais faire un commentaire. Moi, je crois que merci pour votre commentaire. Une des intervenantes a signalé la formation médicale. Je crois que la formation médicale au premier, deuxième cycle,
en France est très insuffisante en termes de sciences humaines et sociales. Le travail d'un médecin, j'aime me répéter là-dessus, c'est quand même 2/3 de son temps à passer avec des patients, en relations humaines, en psychologie. Et le programme officiel, c'est 30 heures pour les 6 années de médecine, avant le 3e cycle. Donc il y a un vide abyssal. Et deuxièmement, on a des études qui sont absurdes. Alors c'est un peu paradoxal qu'un doyen dise ça, parce que nous avons un concours de PAES et il nous est interdit, tout le monde se lève si on dit qu'il faut une présélection sur la qualité, le parcours, et présélection simplement avec une interview pour savoir à qui on a affaire. Alors on les a en 2e année, 3e année, c'est moi qui les 2% ou 3% qui posent problème, peut-être plus même, enfin on les a après. Et ensuite on a un concours de PAES où les gens vont choisir pour le reste de leur vie leur spécialité ou leur, quelle qu'elle soit, médecine générale, gynécologie, sur un classement sur 7000 personnes qui ne va tenir qu'à la façon dont ils apprennent pendant les 3 dernières années à répondre aux questions. Et nous, on est complices puisqu'on les entraîne à ce qu'ils répondent bien aux questions. Mais on ne fait pas une bonne pédagogie, à mon sens. Donc, la racine de la relation médecin-malade qui est asymétrique, mais pas dans le sens que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, elle est asymétrique parce qu'évidemment, il y a un patient qui est dans une position de... Il est angoissé, il a quelqu'un qui est un sachant en face de lui. C'est surtout ça, il se demande... Donc, on doit leur apprendre ça. Alors, nous, on essaye de le faire grâce à Christian Hervé, grâce à François Goupy. Vous savez que quand un médecin voit un patient... environ 19 secondes après le début de la conversation, il l'interrompt pour lui poser une question. 19 secondes en moyenne. Et donc, apprendre aux étudiants en médecine à écouter les gens, c'est déjà une chose qu'on essaye de faire ici dans la médecine narrative. C'est extrêmement important. Et je voulais remercier Christian pour tout ce qu'il fait dans l'introduction des sciences humaines et sociales. Il faut introduire massivement des sciences humaines et sociales en médecine, sans négliger les sciences dures qui permettent également, mais c'est très très important. Et donc on a des études de médecine, les seules au monde, avec un concours au début, un concours à la fin. On ne leur apprend pas l'empathie s'il fallait l'apprendre, on ne leur apprend pas à travailler en équipe, au contraire on leur apprend la compétition. Voilà la problématique. Malgré ça, on peut réussir très bien dans cette faculté. Quelques mots d'un patient retraité qui a quelques expériences d'hospitalisation. Donc, le vendredi dernier, j'étais encore au bloc opératoire comme patient en chirurgie ambulatoire à l'hôpital Béclair. Et ça s'est très bien passé. Ça a confirmé les impressions qui me restaient des autres interventions. Pour ce qui est du bloc opératoire, c'est très remarquable. On est vraiment au top niveau international. Alors après, on a une série d'expériences plus ou moins bizarres. Alors, les infirmières, c'est généralement bien, voire très bien. De temps en temps, il y a une exception, mais c'est assez rare. Il faut dire que c'est très bien également. Alors, par contre, il y a des choses très bizarres. Au point de vue administratif, c'est ainsi que hier, j'ai reçu la facture de mon intervention. Alors, je m'étais déplacé naturellement la veille de cette intervention pour faire photocopier au service administratif ma carte vitale, parler de ma mutuelle, etc. Tout était au point. Ce qui fait que ce matin, j'ai passé 3/4 d'heure au téléphone pour finir par trouver la bonne personne administrative qui m'a dit « Ah oui, c'est une erreur de notre part, excusez-nous, etc. » Je me souviens également de plein de petites choses comme ça. Une fois, je m'étais retrouvé à l'hôpital Percy au Grand Brûlé. J'avais connu cette expérience très désagréable d'ailleurs. Alors, j'ai été très bien soigné aussi, très bien anesthésié. Je n'ai eu, en anesthésie totale, aucune séquelle. Enfin, je l'espère. Et en fait, on m'a soigné dans une chambre stérile, tout en verre. Et alors, mon épouse et mes enfants venaient, ils faisaient coucou derrière la vitre, etc. Et puis le vendredi arrive et on me dit « Monsieur, vous sortez ». Je dis « Désolé, mais mon épouse travaille, elle ne peut pas venir me chercher ».
il faut qu'elle pose un certain délai, etc. Alors, on dit, on n'en a rien à faire, il y a un bus devant la porte et il y a le métro. Alors, le service administratif m'expédia directement en grand brûlé avec la tête entourée de bandages, je ne voyais que les yeux, et les deux mains. Les deux mains avaient des bandages de 15 cm. On m'expédiait dans les bus et les métros qui, paraît-il, sont pleins de crobes et de microbes. Enfin, c'était assez désopilant. Finalement, j'ai récupéré une voiture familiale. Mais ça m'a coûté pas mal de coups de fil et de choses comme ça. Je me souviens également à Beaujon, quand mon épouse a accouché il y a 25 ou 27 ans du dernier enfant. C'était très bien aussi, le système médical, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était impeccable. Alors simplement, les fenêtres, entre les fenêtres et le mur, il y avait à peu près 4 à 5 cm de décalage. Et ça se passait au 15 janvier. C'était une année où il faisait moins 10 dehors à Paris. Alors c'était assez curieux. On a quand même on a fait remarquer les trous, n'est-ce pas, dans les fenêtres qui étaient toutes neuves, mais elles avaient été livrées plus petites que les ouvertures de Beaujon. Alors, finalement, on est tombé sur une matrone qui, elle, nous a dit qu'on faisait beaucoup d'histoire. Hein. Alors, ce qui fait qu'au total, c'est un peu curieux. On a l'impression d'un top niveau du bloc opératoire et de la plupart des médecins. Et puis, après, il y a plein de manques comme ça. Et quand j'étais une autre fois à Béclair, quand on m'a enlevé la vésicule biliaire il y a 6 ans, c'était assez curieux, c'était très bien, le bloc opératoire était très bien, et puis les infirmières étaient très bien. Mais alors ce qui était très drôle, c'était le matin, la porte était ouverte par une infirmière et s'avançait d'une enjambée, un pied restant dehors, un pied étant dedans, quelqu'un qui était, je ne sais pas, un médecin, avec une belle blouse blanche, il s'arrêtait, se penchait en direction du pied du lit qui devait être à 2 mètres ou 1,80 m, et puis, bon, regardait comme ça les courbes pendant 5 à 6 secondes, et puis il levait le nez avec un coup de menton dans ma direction. Je disais, tout va bien, docteur? Très bien. Il tournait le dos, il sortait. Donc la visite du médecin durait à peu près une vingtaine de secondes. Je crois qu'il y a eu même une visite qui a duré 18 secondes à peu près. Merci pour ces témoignages. Beaucoup d'entre nous, y compris moi, ont vécu ce type de choses. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez aussi été bien soigné quand même. Bon, alors tout va bien. Georges-Alexandre Imbert, président de l'association d'aide aux victimes des accidents des médicaments. Alors écoutez, moi je me réjouis de voir Madame Rambaud nommée comme présidente. Je la félicite de cette nomination à la tête de du CIS, du Comité interassociatif pour la santé. Alors je vais parler un petit peu de l'hôpital. J'étais à l'hôpital moi aussi la semaine dernière, un hôpital de l'assistance publique de Paris. J'y vais de temps en temps. Et là, c'était pour un concert. Et il y avait un cocktail et une ambiance absolument formidable. Donc, tout n'est pas si catastrophique qu'on veut bien le dire. Peut-être qu'un nouveau Xavier Leclinch, qui était médecin et qui est directeur général de l'assistance publique après la guerre, qui a remis tous les hôpitaux, disons, en ordre de marche. Peut-être que nous... Bon, il y a des textes administratifs à revoir, mais tout ne va pas si mal à l'assistance publique. Alors, on est bien soigné et il n'y a pas de problème. Alors, la question que je voulais poser, je n'ai pas compris la plateforme de l'ARS. Est-ce qu'elle ne fait pas double emploi avec la plateforme du CIS? Parce que c'est très difficile, je n'ai pas compris. Alors, est-ce que cette plateforme est destinée aux médecins pour parfaire leur formation, ou alors est-ce qu'elle est destinée aux patients? Bon, les patients, eux, ils ne pensent pas tellement à la maladie, hein. C'est surtout les victimes ensuite qui y pensent. Mais, donc ça, je n'ai pas compris. Si vous pouvez me donner simplement un petit complément d'information. Voilà, ben c'est tout ce que je voulais vous dire, et je voulais vous féliciter pour vos interventions, tout en rappelant que les bénévoles qui travaillent, qui viennent pour les représenter dans les CRCI ou dans les hôpitaux ne sont pas payés. Et puisqu'ils sont bénévoles, oui, mais il y a des bénévoles qui sont payés. C'est assez curieux d'ailleurs. Oui, on est dans un pays où il y a des paradoxes. Donc c'est un gros problème pour la représentation. Pour la représentation, les bénévoles ont énormément de problèmes. Voilà. Qui veut répondre? Juste peut-être sur la plateforme, puisque vous posiez la question. C'est pas du tout une plateforme qui est
par rapport à ce que fait le CIS en contradiction, mais plutôt en complémentarité. C'est pas une plateforme pour les professionnels, c'est une plateforme pour les citoyens, pour les franciliens, pour les gens qui se posent des questions sur la santé, pour eux-mêmes, pour leurs proches, sur j'ai un questionnement de santé, où je peux trouver de l'information de santé accessible, de référence. Voilà, c'est ça le projet, si vous voulez. Donc, c'est pas un projet qui vise à tout régenter la problématique de l'information santé, c'est juste à mettre davantage intégrer des choses qui se font déjà par beaucoup d'acteurs et à les rendre plus accessibles, plus facilement aux franciliens. Il y a quand même aujourd'hui, au fond, il y a un paradoxe, il y a une pléthore d'informations disponibles pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, le premier réflexe de quelqu'un, c'est d'aller sur Google, de poser des questions de santé voilà, tout de suite. Sauf que ce que vous trouvez derrière est très hétéroclite, très hétérogène, très disséminé et pas toujours facilement accessible quand il s'agit d'informations de référence. Si vous prenez l'exemple des indicateurs de santé, par exemple des indicateurs de sécurité sanitaire, des indicateurs de qualité, qu'on peut retrouver sur la plateforme Platine du ministère de la Santé, honnêtement, ils ne sont pas facilement accessibles et vous avez du mal à vous repérer dans cet environnement. Donc il s'agit là de permettre aux gens, tout simplement, de mieux comprendre comment fonctionne leur système de santé aussi, tout simplement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas bien comment ça marche, où aller dans leur environnement de vie. Puisque ça, c'est l'autre parti pris très important de cette plateforme, c'est au maximum de territorialiser, de localiser l'information. Et de dire, vous avez un questionnement de santé, on va vous y répondre dans votre environnement de vie et pas de manière abstraite globalement. Donc là, il s'agit tout simplement d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe dans leur environnement, quels sont les offreurs de santé, quels sont les offreurs médico-sociaux, ambulatoires, où ils peuvent accéder, à quels horaires, à la permanence des soins, etc. etc. Il s'agit d'expliquer le système de santé aux franciliens de manière plus lisible et plus accessible. Voilà. Je suis le docteur Catel Mignotte, je suis médecin généraliste donc libéral, installé et aussi chef de clinique de médecine générale. Donc je me permets de prendre la parole pour cette double valence à la fois de pédagogie médicale et de médecin donc ambulatoire payé à l'acte. Et je suis exactement aussi auprès de monsieur Christian Hervé, donc en deuxième année de doctorat, et il dirige mes travaux de recherche. Je travaille en particulier sur la douleur et ça m'a amené à réfléchir beaucoup sur la communication médecin-patient à proprement parler. Je tenais à signaler dans le débat en fait que depuis la création du DES de médecine générale, l'apprentissage par compétence a été choisi et que la compétence communiquée avec le patient et son entourage est aujourd'hui obligatoire. C'est que tout médecin généraliste candidat doit prouver par des travaux écrits, circonstanciés, des moments d'apprentissage de cette compétence, les ressources qu'il a sollicitées et la critique qu'il fait sur ces ressources et la manière dont il les mobilise aujourd'hui et dans son avenir. Nous avons aussi le projet de la création d'un enseignement dédié pour le second cycle des études médicales, puisqu'il serait question également de définir comme obligatoire cette compétence communication. Après, je souhaiterais précisément m'adresser à Madame Rambaud, puisque moi, dans mon expérience, ce qui m'a amené à m'intéresser à la communication médecin-patient, c'est particulièrement son aspect rentable. Pardonnez-moi l'expression et le raccourci. Pour moi, communiquer avec un patient, c'est gagner du temps. C'est en perdre sur le court terme pour en gagner sur le long terme. En gagner en confiance, mais aussi en répétition, en traitement, comme vous le disiez, en explication future. La première rencontre, et je dirais celle qui prend le plus de temps, et puis au fur et à mesure, on se connaît. Voilà. Et j'aimerais savoir pourquoi. Alors c'est peut-être mon refus des anglicismes qui me fait que je suis un peu trop proche des Québécois, mais pourquoi ce bankable vous effraie tant que ça? Et quelle est la connotation négative que vous y mettez? Ça ne m'effraie pas du tout. Et je trouve normal de rémunérer ce temps aux praticiens. Oui. Pourquoi ça m'effraie? C'est que ce ne sont pas des praticiens qui proposent aujourd'hui de donner cette information, ce sont des sociétés, c'est du business qui proposent de rédiger, de préparer des livrables qu'ils vendent aux praticiens sur les pathologies, l'information qu'on doit donner aux patients, et qui peut-être demain les vendront aux patients. Et c'est même un système,
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a assez choquée. J'estime que, non, malgré tout, dans le cadre du contrat de soins, sur la question du consentement, vous savez que le médecin doit apporter la preuve qu'il a donné l'information. Ces fiches qui sont achetées par des médecins, des chirurgiens, sont soumises aux patients lors de la consultation, dans lesquelles ça comprend tous les risques encourus en fonction de la prothèse ou tel type d'intervention, etc. Le patient la signe, la fiche est mise dans son dossier, mais il n'a pas droit d'avoir une copie parce que ça coûte très cher, à moins qu'il veuille bien la payer. Ça coûte très cher parce que ce sont des fiches qui sont labellisées, il y a des droits d'auteur, etc. Enfin bon, tout est bien bankable dans cette histoire. Et alors, moi j'essaye d'expliquer au moins aux chirurgiens, je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir une fiche dans laquelle vous expliquez au patient toute sa prise en charge, les risques qu'il encourt, etc., garder dans le dossier et ne pas lui en donner une copie. Pour moi, ça me paraît une aberration. Ou sa valeur, ah oui, mais sa valeur de preuve pour nous, donc, ça rentre dans le contrat. Si ça rentre dans le contrat, un contrat synallagmatique, il y a un échange de consentement, et automatiquement, l'autre personne doit avoir un double. C'est les bases mêmes du droit français. Même pas voilà. Donc moi, non, je suis tout à fait pour. Je suis pour la rémunération des médecins. Et au contraire, nous, on se bat pour un forfait qui permette d'inclure ça si on ne peut pas le faire autrement. C'est très important, cette éducation, information du patient. Je ne suis pas du tout pour que ce soit des sociétés qui s'en emparent et qui les vendent aux médecins des livrables tout prêts, qui vont être signés par le patient comme quoi il a eu l'information. Et après, voilà, c'est ce principe-là qui me choque. Voilà, donc je dis là-dessus, il va falloir qu'on soit vigilant. Il faut aussi que ce soit les praticiens qui s'emparent de ces choses-là. Et puis, que le patient soit informé sans que ça lui coûte de l'argent. Enfin, après, que ce soit dans le cadre d'une consultation, c'est autre chose. Mais du moins que dans le tarif opposable, le patient ait droit à une information digne de ce nom sans qu'il ait à la payer, à la surpayer. Bonsoir, merci. Donc, je suis Diroco, je travaille en neurochirurgie pédiatrique à Necker. Et donc, en tant que, chirurgien pédiatre, j'ai vu le manque de formation qu'on a vis-à-vis de la gestion par rapport aux parents. Parce que là, on a centré vraiment la relation avec l'enfant, mais il y a aussi encore la complexité de la relation, de patients, mais avec leurs parents, c'est encore plus compliqué. Et du coup, je voulais un peu insister sur le fait que c'est clairement quelque chose qui manque en deuxième cycle, mais aussi au troisième cycle, là où on apprend un peu le métier, et notamment en chirurgie ou en anesthésie-réanimation, on se focalise sur la formation en termes des gestes, de la technicité, et tout le reste de l'accompagnement de la relation sont un peu sous-estimés. Et donc on a essayé de mettre en place une sensibilisation des internes chez nous à ces problèmes-là, mais on se heurte d'un point de vue de pratique au manque de sensibilité de la part des autres personnels soignants du problème. C'est-à-dire que le problème n'étant pas reconnu, les temps qu'on veut consacrer les ressources sont pratiquement inexistantes. Et donc je veux savoir s'il y avait des outils ou des moyens mis en place par l'AP ou par la faculté pour essayer de pallier à ça, pour nous aider à mettre en place des programmes de formation plus concrets et plus pratiques, et notamment des ressources. Je souhaite vivement aller dans ce sens. Bon, Philippe Hubert, qui était là, le réanimateur de Necker, fait des formations à Necker sur la mauvaise nouvelle, etc. On en a même filmé quelques-unes. Donc, c'est une chose qu'il faudrait structurer. Mais moi, je suis très partisan de conforter. Bon, je ne sais pas si tu as fait tes études à la faculté, si. Oui, alors tu vois, on a beaucoup d'efforts à faire encore. Mais on s'y emploie avec Christian Hervé et d'autres pour essayer d'améliorer cela, parce qu'ils n'ont jamais appris. Les incidents qui m'ont été rapportés, que je ne souhaite pas divulguer à la suite d'accidents et de très mauvaises annonces de mauvaises nouvelles, à savoir la mort d'un enfant, j'en ai eu plusieurs. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait complètement revoir le programme des études de médecine, le programme des sciences humaines et sociales dans les études de médecine. Mais tu as tout à fait raison.
Oui, donc Hubert Joseph Antoine de la PHP, donc direction du service aux patients et de la communication. En fait, j'avais une réflexion qui me venait de pas mal de choses qui ont été dites, notamment par Claude Rambaud, que je vous propose, mais voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est une réflexion du moment. Parce que en fait, vous avez beaucoup parlé de confiance, parce que le sujet, c'est la communication, donc de confiance. Et on voit qu'il y a une question, la confiance, le contrat. Quel est-il ? Enfin, est-ce qu'il est donc en tout cas pas que juridique. Et puis le sujet de la parole là-dedans. Et quand j'ai entendu le témoignage de la personne qui disait, bon, sur un ton un peu amusant, en disant on est bien soigné, mais il nous arrive quand même tout un tas de petites histoires pas terribles. J'allais dire avec des administratifs pour résumer, mais ou dans l'organisation, en tout cas des choses qui font désordre. Enfin, je pourrais les appeler un peu comme ça. C'est-à-dire des trucs qui font que bon, on se sent pas tellement. Moi, je trouve qu'il y a un lien entre ça. C'est-à-dire que alors si je fais l'analogie avec une triade contestable pour certains, mais moi je trouve qui peut être inspirante, qui est un peu la triade lacanienne sur imaginaire, réel et symbolique. Pour moi, l'imaginaire, c'est tout ce qu'on a quand on arrive à l'hôpital comme représentation, alors qu'on a avant et puis qui se constitue de petites choses, c'est-à-dire qu'effectivement à peine vous êtes arrivé, alors si vous êtes en plus planté parce que si vous n'avez pas pu vous garer, il se constitue une image et le désordre ça fabrique quand même vraiment quelque chose. Le réel, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui est assez angoissant, c'est ce qu'on vit. Je pense qu'il y a quand même un contrat implicite qui est qu'on abandonne quand même son corps et en contrepartie, on souhaite être guéri. Moi, ce que j'ai compris dans le contrat un peu de manière très, très, très simple, mais le réel, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez obscur. Et effectivement, tout ça met un poids très important sur la parole, puisque sur le symbolique. Et je pense que une des leçons que moi j'en tire et ce sur quoi on souhaite travailler, c'est un peu une des raisons d'être de cette direction à la PHP, c'est de dire que quand même, si on arrive à travailler, alors certains disent, les gens n'aiment pas le mot de marque parce qu'il est commercial, mais en fait, dans l'idée d'une marque, c'est en fait tous les sujets de qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui va nous donner un peu confiance et qui va faire que parce que les choses sont bien organisées, parce que on a une succession finalement de choses qui nous rassurent, on soulage un peu, je pense, le poids qui pèse sur les professionnels qui, sans ça, se ramassent, j'allais dire, tout le poids de l'angoisse. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut arriver à équilibrer les choses. Plus on travaille sur une bonne prise en charge sur l'ensemble du parcours, plus on peut équilibrer la répartition, j'allais dire, de la prise en charge d'un sujet qui est difficile entre l'individu, donc le médecin ou l'infirmière qui va être là, et puis le reste de la structure. Et pour moi, un hôpital, l'intérêt d'un hôpital, alors je pense que ça peut être une chance, le colloque singulier entre un médecin et un patient, c'est une chose. Un hôpital, il faut qu'il puisse s'appuyer sur toute sa structure. Il faut que toute la structure soit rassurante. Et plus elle est bien organisée, rassurante, plus le praticien, lui, peut, par rapport à cette thématique de communication, je pense, je ne vais pas dire se sentir plus léger, mais mieux l'exercer. Et donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Et parfois, on me dit, bah oui, mais finalement, travailler sur des choses qui paraissent un peu des détails, et la personne qui était là le citait. Moi, j'ai vu plein de cas de figure où, en fait, ça explose en bout de chaîne avec une infirmière ou avec un médecin, mais parce que problème de parking, problème à l'admission et ça fabrique une image qui est mais où je suis arrivé avec les notions de perte de repères. Donc voilà, moi je trouve que dans cette thématique de l'information, c'est la gestion. Alors c'est pour ça que j'ai repris ça en disant il y a quand même des choses, il y a beaucoup d'imaginaire dans tout ça et il faut pas tout faire porter uniquement sur le symbolique. Voilà. Peut-être vous pourriez réagir et peut-être en guise de conclusion, peut-être parce que l'heure avance. J'ai parlé de satisfaction mutuelle, je ne suis pas allée assez loin là-dessus. C'est vrai que une bonne information et un bon échange et une communication va amener une satisfaction. Quand je parlais de satisfaction mutuelle, je parlais aussi celle des soignants. On est d'accord ?
j'ai aussi beaucoup parlé, en début et à la fin, de la dureté du parcours, en disant que la communication peut sûrement adoucir certaines choses, parce qu'il y en a certaines où le parcours va rester dur, parce que les examens sont difficiles, parce que la douleur est présente dans le soin, parce qu'un certain nombre de choses sont dures, parce qu'on a la perte de repères et tout ça, et que très certainement, une bonne communication adoucit, mais considérablement le séjour du patient. Un regard, le ton, toutes ces choses-là. Je n'ai pas voulu rentrer dans les éléments de la communication, je voulais vraiment voulu rester limité, parce que le sujet est extrêmement vaste. On pourrait recommencer, Christian, tu vois. Non, la dernière question, on va conclure. Hervé Fulci, chirurgien libéral. Je vous écoute avec infiniment de tendresse et de respect, tous parler comme cela, nous dire qu'il faut qu'on se forme en psychologie, en écoute et tout ça. Et je suis aussi persuadé que c'est très important. Ceci étant, quand je me suis installé, je pratiquais, ou du moins j'essayais de suivre la littérature sur la totalité de ma spécialité, qui est déjà une petite spécialité. Et puis je me suis aperçu progressivement que je ne pouvais pas continuer. Donc j'ai laissé tomber, je fais de l'orthopédie, donc j'ai laissé tomber le rachis. Je me suis dit, je vais faire les membres. Et puis, quelques années plus tard, je n'ai pas pu continuer à faire les membres. Il a fallu que je fasse le membre inférieur. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à suivre la totalité de la littérature sur le membre inférieur et que pour rester compétent, il fallait que je lise le genou. Aujourd'hui, on est en train de se dire que c'est un peu grand le genou et qu'il faudrait faire du genou ligamentaire ou du genou arthrosique. Et puis le genou pédiatrique, c'est encore ailleurs. Alors, c'est très bien et ça donne des techniciens extraordinaires. Seulement, là, on rejoint le problème qui a été abordé tout à l'heure et dont on a assez peu parlé finalement, de la difficulté des RCP. Ces réunions de techniciens extraordinaires avec des gens super compétents qui ont lu quasiment tout, qui savent absolument ce qu'il faudrait faire pour le mieux et qui vont donner une décision. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de cette décision ? Eh bien, il va falloir qu'un homme, il se trouve que c'est un médecin, mais c'est un homme, aille voir un autre homme, les yeux dans les yeux, pour lui dire voilà, il se passe ça et on va essayer de faire ça. Et là, mais il n'y a plus de règles, il n'y a plus de vraie formation. Alors on peut s'être formé à l'écoute, on peut s'être formé à l'empathie, à tout ce qu'on veut, mais il y a une compétence individuelle, je ne suis pas sûr. On peut sûrement la développer, on peut la travailler, l'acquérir. Si on ne l'a pas au départ, ça me paraît bien compliqué. Et là, on est coincé et on retombe dans un rapport totalement asymétrique parce que le soignant ou l'homme qui est venu annoncer n'a même pas la liberté de décider quoi que ce soit puisqu'il est contraint par sa RCP derrière et il doit annoncer ce qu'il a été prévu de faire. Et il est très peu fréquent qu'on retourne en RCP quelques heures plus tard ou quelques jours ensuite pour dire « le patient n'est pas d'accord ». Je n'ai pas pu proposer ça. Même, ce n'est même pas qu'il a verbalisé qu'il n'était pas d'accord. Je n'ai pas réussi à dire cela. Parce que ça ne passait pas à ce moment-là. Et il faudrait peut-être qu'on voit si on peut faire autre chose. Mais non, la bonne décision technique, c'est celle-là. Donc il faut faire ça. Alors, partager la totalité de l'information, je crois que c'est un mythe et qu'on n'y arrivera pas. Former des gens, c'est bien. Dans les autres mondes de la technique qui nous entourent, totalement en dehors du médical, eh bien, ce ne sont pas les grands chercheurs qui commentent et qui communiquent, ce sont des communicants. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on arrive à une vision où on aurait envie d'avoir des médecins qui sachent communiquer, qui sachent aller parler, qui sachent s'ouvrir et qui sachent se donner, parce que c'est un peu ça, et qu'on ait à côté de ça des médecins techniciens qui disent eh ben, on fait ça et ça. C'est le débat entre médecine d'organes et médecine de l'homme. C'est un débat qui date d'Hippocrate avec l'école de Kos et l'école de Cnide. Merci pour votre commentaire. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que le temps avance et je vous remercie de votre attention pour ces débats. Je vous invite pour la prochaine fois, c'est-à-dire le 14 mai. C'est important parce que nous vivons dans une société où l'urgence prévaut. Et c'est un moment important de voir quelle est la continuité justement des soins, des demandes, des consentements, c'est-à-dire de la manière dont on devient un usager de cette longue chaîne. Et nous avons demandé au professeur Pierre Carly de venir justement nous parler comment, à la tête du SAMU Necker,
non seulement il doit en connaître, comme cela a été dit, les arcanes, tout le monde technicien qu'on a abordé tout à l'heure, mais aussi bien sûr la relation. Et en effet, cette confiance dont on a parlé aujourd'hui, elle doit justement être exemplaire dans le cadre de l'urgence. Et c'est ce que je vous demande, le 14 mai, de venir avec nous à 18h dans le même amphi, en parler avec nous dans ce débat. Merci beaucoup.